Il n'y a pas que gagner de l'argent qui compte dans la vie. Quand une boîte se met avec un CRM, généralement, il reste des années, voire à vie avec le CRM parce que c'est tellement compliqué de changer. Ce fournisseur-là, on lui a demandé 2-3 fois ses références, il les a jamais données. Et on a quand même bossé avec lui parce qu'il nous avait convaincus sur autre chose. Il va falloir se démarquer parce que c'est quasiment tous les jours où on a des gens qui veulent nous présenter leur solution. Moi, j'ai déjà mis des deals à la poubelle en disant ça c'est dead. Et après ils te rappellent et ils te close et t'es là, tu fais bon. Et des conseils pour entreprendre? Allez. Et l'âge, ça change quoi à ta vie dans ta manière de penser et de vivre? T'as commencé là ou Ouais, le podcast a démarré là. Eh ben, sache-le, je le dis à tout le monde, la trentaine c'est la meilleure décennie. Et vraiment, tu vois les choses différemment. T'es un peu plus posé, un peu plus calme que quand t'en as 25. 25, t'es fougueux, toi. 35, t'es plus calme. Comme on dit là, j'ai pas encore les ventes. Je suis calme, je suis pas stressé, ça va arriver. Mais ça, c'est de toute façon, je pense plus au fur et à mesure de ta vie, plus t'avances, plus tu te connais, donc plus t'es calme par définition. Oui, et puis tu sais t'es 25, 30, 35, 40, je pense qu'au fur et à mesure de ta vie, tu dis plus que je pense. Plus en plus stable et calme, quoi. Je pense. Après, je sais pas, j'ai encore jamais eu 40, 50, 60, mais je te dirai au fur et à mesure si je me calme. Est-ce que la stabilité, parce que en soi, la stabilité, être calme, c'est un peu aussi le contrôle soi-même, c'est un facteur qui contribue au bonheur? Bah, je pense qu'on est tous différents. Je sais pas, il y a des gens qui ont l'air méga heureux, tu vois, qui sont pas stables, tu vois. Ouais, mais après, il y a l'apparence et le bonheur intérieur aussi. Ouais, je savais pas qu'on allait rentrer dans un podcast psychologique comme ça, je l'ai pas préparé. Pour moi, je dirais que oui, la stabilité, ça me rend heureux. Et la routine, je suis un emmerdeur, moi. Je suis vraiment emmerdeur. Bah, je me lève, je fais les mêmes trucs, et la même journée, bon, qu'il se passe des choses différentes dans la journée, c'est bien, mais ouais, une routine. Comme un petit vieux. Très bien, un petit vieux. Mais il y a un parallèle business quand même avec tout ça. C'est que je pense que la stabilité et le contrôle de soi-même, c'est quand même un facteur clé pour tenir et développer une boîte. Je pense que tu seras d'accord. Que ça soit soi-même ou si on travaille avec des collaborateurs ou un associé, savoir gérer ses émotions, gérer comment juste se connaître soi-même, c'est quand même des facteurs super importants pour tenir dans la durée en tout cas. Ah oui, mais ça c'est sûr. Hein. T'as des responsabilités, t'as des équipes et tout. Faut savoir au maximum au mieux gérer ses émotions. T'as le droit de les montrer. Hein. Si t'as une victoire, faut la fêter. Si t'as une défaite, t'as le droit d'être triste de ta défaite. Hein. T'es pas obligé d'exploser, t'es pas obligé de... Ouais, faut se contenir. Ou tu vas exploser dehors. Hein. Tu vas faire un tour pour marcher. Comme ça tu reviens calme. Parce que c'est dur, hein, donc c'est normal. En parlant d'équipe, petite intro de ce deuxième épisode. C'était l'épisode 27, Alex. Je sais pas si tu le savais. Félicitations. Non, merci. Félicitations, bravo. C'est un numéro tout à fait banal, mais ok. Non, 27, c'est très important. J'ai choisi exclusivement pour toi. Ok. Non, 27, c'est parce que t'as fait l'épisode 13. Et du coup, j'ai essayé de trouver un espèce de multiple. Plus ou moins proche. Ah oui, voilà, ok, j'allais dire. Parce que 26 ça aurait du sens. 27, bah, là, tu sais quoi, vas-y. Je sais pas c'était qui normalement 26, mais je vais le faire passer en 27. Allez. Mais Alex, qui a déjà fait cet épisode 13, où on a parlé d'Inku, sa première startup qu'il a lancée quand il était encore étudiant. Il l'a lancée dans sa chambre, dans sa cave, pardon. Aussi de sa chambre aussi. Aussi de la chambre aussi. J'étais en train de réfléchir, de la chambre. On se souvient bien. Une startup qu'il a menée pendant 13 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. 13 ans, je me rappelle bien. Du coup, c'est plus une startup. Au début, c'était une startup, puis c'est devenu une grosse boîte. Avant que les startups aient le nom startup d'ailleurs. Quand chez les dinosaures de ton époque, on disait pas le mot startup? Non, startup était réservé à la tech. Et encore, je pense pas qu'on en parlait plus que ça. C'était vraiment des boîtes tech très jeunes. Et quoi, les boîtes de l'industrie aujourd'hui Maintenant, tout le monde s'est approprié. Une startup, c'est une boîte de moins de 3 ou 5 ans, je sais plus. Mais c'est tout, quoi. Ok, je savais pas que startup s'était associé à la tech vers 2010, quoi. Inku, sa première boîte, qui est montée jusqu'à 25 employés, un chiffre d'affaires de plus d'1 million par an, une aventure de 13 ans avec son associé, des hauts et des bas. Pendant le Covid, je me rappelle d'une anecdote sympa, vous avez commencé à faire des textiles customisés, des masques, vous avez fait des centaines de milliers de chiffres d'affaires, alors que c'était un moment où... 300 000 en un mois. Dans un moment où la plupart des boîtes faisaient faillite, ce qui montre un peu ta réactivité face aux événements. On a été fort résilients et on a pris l'opportunité quand elle est venue. Ce qui n'était pas prévu, je le rappelle, mais c'est venu et on l'a pris. C'est quelque chose, je pense, qui est inhérent en toi Je pense que c'est inhérent à tous les entrepreneurs, non ? De arriver à rebondir. Voilà.
j'en sais trop rien. Après, on a essayé d'autres choses, on a raté. Hein. Mais ça a bien marché. Mais de savoir réagir aussi et rebondir après avoir raté à réagir à quelque chose. Oh, il faut toujours réagir. Hein. T'essayes, t'itères, tu rates, tu réitères, tu finis par réussir. C'est quand que tu nous dis le mot pivoter? Il va arriver bientôt, hein, t'inquiète, et il y aura beaucoup de franglais aussi. Avec grand plaisir. Ça, c'est un bon podcast business. Il n'y a pas le mot pivoter et des mots en franglais, c'est que c'est pas bon. Mais on va en parler après de Jay, ta startup actuelle, l'assistant vocal pour les commerciaux. On va en revenir juste après, où il y a effectivement cette notion de pivoter, cette notion de réagir à ce qui se passe. On en discutait un peu en off juste avant de choisir son marché, comment l'adresser. Quand ça marche pas, quand il y a des meetings qui flopent, comment on réagit à ça, voilà, toutes des choses. Je trouve que c'est un épisode intéressant parce que là, t'es au tout début, donc t'es quand même un entrepreneur confirmé, mais t'es au tout début d'une aventure, et donc c'est quand même chouette de partager un peu les backscenes avant que ça pète, avant que dans un an, Jay soit l'assistant de tous les commerciaux, quoi. Ouais, c'est cool, hein, je trouve, parce qu'on parle tout le temps des boîtes qui ont réussi, des startups qui ont réussi, on oublie toujours qu'il y a eu le D0 et puis le D1. Et enfin, le jour 0 et le jour 1, tu vois, le franglais arrivait plus vite que prévu. Ça fait que 3 minutes, Alex. T'exagères. Et ouais, c'est bien un peu d'en parler de ce démarrage qui est souvent compliqué, au final. Non, je suis d'accord, parce que, bon, moi, quand je commençais à lancer les premières boîtes, j'écoutais beaucoup de podcasts, mais c'est souvent des entrepreneurs qui sont déjà plus loin dans leur aventure. Et donc, c'est un peu difficile aussi de s'identifier à certaines choses. Ils parlent de concepts un peu plus lointains, de choses où c'est dur de s'identifier. Au début, t'es là, t'as pas de clients, ton produit, t'es pas confiant, t'es pas bien. Donc là, c'est chouette de pouvoir reparler un peu de ça. Mais avant d'aller direct dans le Jay, je veux revenir un peu sur Inku. Donc déjà, si vous voulez en savoir plus sur ces 13 ans d'épopée, il faut aller écouter l'épisode 13, qui est sorti, je pense, fin septembre 2024. Très chouette épisode, très long. 2h50, 2h50. Le temps d'aller à Marrakech. Téléchargez-le dans l'avion pour vos vacances. Écoutez l'histoire d'Alex. Donc on va pas revenir sur ce chapitre-là. Néanmoins, voilà, pour faire une petite transition vers une seconde aventure entrepreneuriale. C'était quoi les gros apprentissages d'Inku que tu appliques vraiment d'une semaine à l'autre, là maintenant dans ton business avec Jay? Les choses vraiment qui, sans Inku, tu connaîtrais probablement pas ces choses-là et tu serais pas l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Ouais, alors en prendre que 3, comme ça va être compliqué. Déjà avoir pu scaler un projet, donc d'avoir fait grandir un projet jusqu'à 1 million. Je ne m'en étais jamais rendu compte qu'en fait c'était balèze jusqu'il y a 1 an. Pour moi c'était juste normal. Et du coup d'avoir tous les process qui changent au fur et à mesure. Quand t'es 2, t'as un process assez basique, et puis quand t'es 20, tu dois commencer à mettre des règles et ça doit continuer à évoluer. Le management, l'humain avec les gens, parce qu'au lieu en plus de juste les manager, c'est aussi des relations, hein. Tu passes 8 ou 9 heures par jour avec les gens, et il y a des relations qui se créent quand même, c'est important. Et toujours la fameuse résilience, comme je le dis, hein, il y a plein de choses qui fonctionnent pas. 80 ou 90% d'échecs pour 10% de réussite. On est dans ces proportions-là, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et ça permet de relativiser aujourd'hui. Quand il y a un call qui se passe pas bien, c'est pas grave, c'est un call qui s'est mal passé, il y en aura un autre. Voilà, tu vois. Alors qu'il y a peut-être 10 ans, j'aurais fait « Oh mon Dieu, ça va pas ». Ici, c'est pas grave en fait. On essaye d'analyser, voir ce qui a été, pas été, puis on change. Donc tu dirais 1 scale, 2 humain, 3 persévérance, résilience. Oui, mais pas forcément dans cet ordre-là. Okay. C'est dans l'ordre que ça m'est venu dans la tête. Une liste non exhaustive. Ouais, voilà, en plus. Ouais, parce que c'est long. On en discutait déjà il y a 1 an. Tu dis que tu as réalisé il y a 1 an que scaler une boîte de 1 million, c'est pas rien. T'avais beaucoup t'en parlais aussi pendant ton aventure de Inku, que t'as pas réalisé tout de suite que tu étais quand même à la tête d'une boîte avec des dizaines de personnes. On parlait il y a 1 an dans le dernier épisode, je me rappelle, le syndrome de l'imposteur là. C'est quoi les répercussions sur ton business il y a 1 an versus maintenant où tu t'es amélioré là-dedans? Quel a été ton trajet vis-à-vis de ça, ton trajet mental? Probablement, c'est beaucoup des choses intérieures, je pense. Comment ça a évolué, cette partie-là de toi? Et ça venait d'où? Est-ce que tu sais un peu élaborer? Parce que je pense que c'est un syndrome quand même assez sous-coté. Je pense qu'il y a beaucoup de... Le syndrome de l'imposteur? Déjà, il est hyper répandu chez l'entrepreneur. Ça, j'ai appris en discutant ici à Euratech. Je ne savais pas. D'où il vient? Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Est-ce que c'est le fait que tu vois toujours les autres qui réussissent mieux que toi où tu te compares aux grosses boîtes, alors qu'en fait les grosses boîtes c'est plus rare, hein.
le tissu, spécialement le tissu wallon. Donc en Belgique, c'est beaucoup de petites entreprises. Mais tu te compares toujours au plus gros parce que tu veux toujours grandir. Est-ce que ça viendrait de là? Je sais pas. Ou de peut-être ton entourage qui comprend pas trop ce que tu fais, qui veut travailler dans des grosses boîtes, et pour eux c'est normal d'avoir des gros salaires, des grosses voitures et d'être 200. Et toi t'es là et tu dis non, j'ai pas un gros salaire, j'ai pas une grosse voiture, je suis pas 200 parce que je sais pas payer 200 salaires. Je me permets d'interrompre ce super épisode pour vous parler d'une chose, c'est le fait que quand on développe une entreprise, il y a une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, et en tant qu'entrepreneur depuis plus de 5 ans moi-même, j'ai fait cette erreur d'avoir plein d'outils éparpillés, plusieurs sheets Excel ouverts, un Drive, une campagne marketing sur Mailchimp, un peu de tout. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Belgique, on a un ERP, on a un outil tout en un qui nous permet de gérer tout le fonctionnement de notre entreprise de manière digitale, centralisée au même endroit. Cet outil est très connu, c'est Odoo, mais soyons honnêtes, le problème avec Odoo, c'est que ça peut être technique, ça peut être chronophage de le mettre en place. On n'a pas toujours envie ou le temps de le faire. C'est là qu'il y a des boîtes qui viennent implémenter Odoo, donc ça veut dire vraiment de A à Z comprendre nos processus, le fonctionnement actuel de notre entreprise et venir nous délivrer une solution tout en main sur Odoo. C'est ce que fait Ignitia, donc l'entreprise Ignitia.be. Avec ses fondateurs Charlotte et Thierry, qui sont d'ailleurs très sympathiques, ils viennent analyser vos processus, analyser votre entreprise pour vous proposer la meilleure solution Odoo tout en un. Également, il y a quelque chose qui est encore très peu connu, mais en 2026, toutes les factures B2B devront passer sur une plateforme centralisée qui s'appelle PayPal. Et encore une fois, Charlotte et Thierry viennent vous implémenter celle-ci via Odoo. Je vous mets toutes les informations dans la description et on repart dans l'épisode. Merci à vous. Tu penses qu'il y a une corrélation entre le syndrome de l'imposteur et le background entrepreneurial d'une famille? Ouais, comme pour tout, hein, ton background social, il va vraiment t'influencer. Si tes parents, déjà juste ça, hein, si tes parents ont fait tous les deux l'UNIF, t'as je sais plus combien de pourcentage de chances de réussir l'UNIF. À l'inverse, s'il y en a aucun des deux, t'as un pourcentage d'échec qui est énorme. Je crois que c'est pareil, les enfants d'entrepreneurs, il y en a peu. Je parle pas forcément d'échec, je parle vraiment de ce syndrome de l'imposteur-là. Le fait de voir moins d'entrepreneurs dans ton entourage, ça te rend plus imposteur? En tout cas moins confiant en toi. Ouais. Je pense que en fait, j'imagine que si j'avais un enfant, en fait, que je vois qu'il se dirige pour être entrepreneur, je l'encouragerais à fond, je le soutiendrais, je lui dirais, mec, c'est normal en fait que t'aies un échec. Alors que quand t'en parles avec ton entourage qui ne connaît pas l'échec, comme nous on peut le connaître en entrepreneuriat, ils vont te regarder et on fait, ouais, t'as raté. Toi, t'as mal, toi. Donc je pense que ouais, ça joue beaucoup. Alors que si tu as un entourage d'entrepreneurs, ça permet un peu de banaliser ces choses-là. Ouais, et puis il te stimule, il t'encourage. Tu vois, les conversations sont quand même différentes. Ouais. Pas mieux, moins bien, elles sont juste dirigées vers ce que tu as besoin. Ouais, c'est un truc ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais je le disais beaucoup à un moment. C'est que une fois que c'est tout l'intérêt de ces incubateurs-là, comme Eurotech ici. S'entourer et voir deux entrepreneurs, ça permet de dédramatiser ce qu'on fait et dédramatiser l'entrepreneuriat. C'est un truc que j'ai répété souvent il y a quelques années, maintenant ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais j'adorais dire ça, et c'est vraiment un game changer pour moi à ce moment-là. C'est que quand j'ai entrepris dans ma chambre 6 mois, et pareil, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi, chaque échec, chaque mauvaise nouvelle, c'est vraiment difficile à prendre, et dès que je suis rentré dans ces incubateurs-là et commencé à réseauter, à rencontrer d'autres entrepreneurs, j'ai vraiment réalisé que, je sais pas, mes peurs, mes envies et mes ambitions, elles sont devenues un peu plus banalisées, et du coup, ça m'a vraiment fait déstresser, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à profiter de l'entrepreneuriat, parce qu'avant, c'était un truc qui m'empêchait de dormir la nuit et qui me faisait beaucoup stresser. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment kiffer parce que je me suis dit, ok, en fait, je suis pas le seul fou qui lance une boîte, ça va. Et je pense que c'est un peu lié aussi à ça, probablement à l'entourage et à ce syndrome. Ouais. Moi, je me souviens d'une discussion avec un pote qui a lancé, il a lancé sa boîte juste après son master, qui a direct cartonné. Lui, il a signé dans les 2 premiers mois, je crois, ou 6 premiers mois en tout cas avec la Formule 1. Franchement, gros contrat, donc grosse chance, quand même, et du talent. Il faut lui laisser le talent. Et un jour, après quelques mois, on va manger ensemble. Et on discute, normal, tu vois. Moi, je discute avec lui comme je discute avec tout le monde. Et à un moment, il est là, il me regarde, il fait « Oh, Alex, ça me fait tellement plaisir de te parler. Parce que tu me comprends enfin, parce qu'en fait, les autres personnes me comprennent, en fait. » Il me dit déjà, quand je leur dis le mois passé, où je viens de signer un deal à 10 000 euros ou 20 000 euros, les gens ils font oh, tu vas avoir tout ça sur ton compte, t'es riche et tout. Et il fait non, les gars, de ça, des 20 000, je vais retirer les salaires, les trajets, parce qu'avec la Formule 1, il bougeait, tous les coûts. Et il dit à la fin, il va me rester, je sais plus combien, 2, 3, 4 000 euros, peu importe. Et il dit on n'est pas aux 20 000 en fait. Et ça, il dit déjà juste ça, les gens le savaient pas. Et donc les conversations étaient compliquées. Donc ça l'avait. Je me souviens que lui, ça l'avait vraiment fait du bien de dire bon, je suis pas le seul à vivre ce que je vis.
Est-ce qu'il faudrait des psys pour entrepreneurs? Il faut des psys pour tout le monde déjà, je pense. Je pense que tout le monde devrait aller voir un psy. Des psys spécialisés en entrepreneurs. Bah, t'as les coachs. Hein. Ouais. T'as des coachs. Parce que les coachs, c'est vraiment des psys. Non, c'est différent. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui t'explique comment bien skate. Enfin, c'est comme un coach d'incubateur. Non, tu peux aussi avoir des coachs Ouais. humains en tant qu'entrepreneur. Genre, je crois que tous les grands patrons ont un coach pour leur motiver, même juste eux, tu vois. Ouais. Je pense bien, ouais. Ça serait pas mal. Hein. Il y a des thérapies de couple. Pourquoi il n'y a pas des thérapies d'associés ou des thérapies d'entrepreneuriat? Ça serait pas mal aussi. En plus, je crois que les thérapeutes gagneraient mieux leur vie à faire ça. C'est clair. 1 000 € la 1 000 € consultation. l'heure. Allez. Ouais, clairement. Il y a un truc qu'on parlait en off avant, et j'en parlais aussi avec Philippe Delexy après la fin de sa première boîte. Quand tu as une association comme ça qui dure pendant des années, dans ton cas 13 ans, tu faisais beaucoup de parallèles avec une rupture amoureuse. Tu me parlais, c'est marrant, des étapes. Je sais plus c'est quoi, c'est le déni, la colère, la tristesse. Je sais plus c'est quoi dans l'ordre. Je sais pas s'il y a un ordre. Il n'y a pas d'ordre, c'est différent chez tout le monde. C'est passé comment pour toi? Je sais que tu es parti longtemps en voyage à ce moment-là. Ouais, avant. En fait, moi, je suis parti l'année avant, donc je suis parti 7 mois. Ce voyage, c'était déjà un deuil en lui-même. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à partir. Juste le fait de partir en voyage, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça, on m'avait prévenu. Ça faisait 12 ans que tu étais dans la même boîte. Ça faisait 12 ans que j'étais dans la boîte. Et en fait, ce qui me faisait vraiment du mal, c'était pas de quitter mes potes ou mes proches ou autre, ça allait. C'était vraiment la boîte. La quitter, j'ai vraiment eu du mal. La boîte, quoi. les employés. Mais c'est le tout, quoi. Ouais. C'est le tout. On était en plus, c'était en sortie Covid, donc 2020. Moi, je suis parti début 2023. Donc nous, début 2022, on a eu mi-2022, on a eu un gros boom. Donc on a scalé, on a engagé et tout, on a vraiment bien grossi. Donc on était dans une période vraiment hyper excitante, tu vois. On faisait, je crois que je peux le dire maintenant, on faisait la tournée de Damso ou des choses comme ça. Et t'es là, t'es super excité d'avoir des gros noms et tout. Et tu pars pile au moment où en fait tout est en train de monter. Donc déjà juste ça, plus toutes ces personnes qui t'as engagées, comme j'en parlais tout à l'heure, t'as l'humain. Donc moi c'était des gens avec qui j'avais pas encore assez créé les liens. Et donc ça me touchait de me dire, en fait je mets un stop à la relation qu'on va avoir. Donc j'ai eu beaucoup de mal à partir. Ça s'est fait petit à petit. Et puis au bout d'un moment, ça va, t'es content, c'est normal, ça devient la normalité. Puis je suis revenu 3 mois qui fut compliqué. Et après, donc on a décidé de mettre un terme. Et je savais que au moment où on mettait un terme, je savais que je tombais, je savais déjà que ça allait pas. Je savais que je tombais dans la rupture parce qu'on m'avait toujours dit, s'associer, c'est comme un mariage. C'est comme une relation amoureuse, tu passes par les mêmes étapes. Et j'avais déjà relevé le fait que j'étais passé par certaines étapes identiques que la relation amoureuse, moins forte. C'était pas mon amoureux, donc ça allait prendre quand même un peu plus de distance. Donc je savais que j'étais là-dedans. Donc le déni, je l'ai pas eu parce que je pense que j'avais différences. Ce que tu dis, on n'était pas amoureux. C'est quoi les différences? Pourquoi on parle souvent de similarité aussi forte entre un mariage et une association? Ok, il y a ces facteurs-là de futur, de projection ensemble, d'engagement qui sont aussi dans un engagement, ouais. De proximité, parce que tu passes entre 8 et pas d'heures avec l'autre personne, en fait, non-stop. Est-ce que la personne te manque à un moment? Ouais, franchement, ouais, je pense que les deux, on était en vacances, on s'envoyait des messages. C'est normal. Ouais. Tu passes toute ta journée avec l'autre. Donc l'autre, il t'agace aussi au bout d'un moment. Ouais. C'est normal aussi, moi je l'agaçais, c'est normal. Ouais. Mais tu ressens vraiment ce manque comme un... Non. C'est quoi les... Non, mais ça m'est arrivé par contre au début de me dire « Ah, ça j'ai bien envie de lui envoyer ». Des reels ou des conneries comme ça. De me dire « Ah, ça je l'aurais bien envoyé » Puis j'ai fait « Bah non, en fait, je vais pas l'envoyer, on n'est pas dans cette phase-là. » Mais j'ai pas... Non, c'est ça que je dis, on a plus de distance par rapport à ton partenaire de vie. J'avais pas le manque à ce point-là, quoi. Et au niveau de la rupture, du coup, tu parlais de cette phase de déni-là? Ouais, le déni, je l'ai pas eu parce que peut-être que je l'ai eu avant qu'on se mette un stop, parce qu'il y a eu quand même 2 semaines un peu compliquées où je dormais plus beaucoup. La colère, ouais, elle est encore présente. Chez moi, elle est présente très longtemps, la colère. Les autres phases, je sais plus, mais je sais que j'ai pleuré. T'es quelqu'un de très calme. Ouais, mais faux calme, c'est parce que la colère, un sentiment qui me fait peur, on repart encore dans le psychologique, c'est un sentiment qui me fait peur, du coup j'essaie de la maîtriser le plus possible. Et parfois, quand elle sort, en fait, par contre, ça explose. Donc ça, c'est encore des choses où je dois m'améliorer. Mais t'exploses souvent? Non. Avant?
très jeune, et puis de plus en plus rarement. Et là, je vais même pas te dire c'était quand la dernière fois. Hein. Ça me marque même plus. Il faut vraiment y aller pour me faire... je vais m'énerver ou je vais... Je sais que je vais beaucoup râler dans mon coin ou quoi, c'est ma manière d'extérioriser. Et en fait, je suis pas... c'est pas que je suis fâché ou quoi, c'est ma manière de pas m'énerver. Donc je vais aller râler dans mon coin, tu me laisses râler, je reviens. Pour moi, c'est un non-événement de râler, tu vois. C'est vraiment... voilà, j'ai sorti un peu ma colère ou ma frustration et puis je continue ma vie. Voilà. Et du coup, je disais, j'ai pleuré quelques fois aussi dans les mois qui ont suivi. 3-4 mois. C'est quoi qui te rendait triste? T'arrives à mettre des mots dessus? Quand je pleurais, c'est quand j'estimais que je me faisais insulter. Aussi simple que ça. Ça me faisait vraiment du mal. Parce que pendant 13 ans, tu donnes ta vie à un point, avec des hauts et des bas. Et je trouve que tu dois respecter ce que l'autre a fait. Et c'est pas parce que t'es fâché ou que t'as pas la même vision ou autre que tu dois être dénigrant de ce que l'autre a fait pendant ces 13 ans. Voilà, et ça me touche encore, honnêtement, c'est vraiment un truc qui passe pas trop, quoi. C'est quoi les deux autres trucs? Tristesse, colère, déni? Ouais, je sais plus, mais en gros c'était ça, et puis après... c'est comme pour une rupture, quand tu finis avec ta meuf, tu dois recommencer un nouveau projet, tu vois. Donc si t'habites ensemble, tu laisses ton appart ou ta maison, tu retournes vivre ailleurs ou j'en sais rien, chacun a sa situation différente. Là c'est la même chose, je me suis retrouvé en me disant qu'est-ce que je vais faire en fait demain. J'avais pas préparé, donc qu'est-ce que je vais faire. Et donc je l'avais expliqué, hein, j'avais essayé d'être employé, bon ça n'a pas marché. Et puis un jour tu prends un projet et c'est parti. Et c'est parti quoi. Nouvelle phase. Ouais. Nouvelle phase de vie. Ouais, et ça c'est cool. Toujours la renaissance, hein. Belle transition. C'était quoi ce projet? Ouais, tu vois. Tu t'es amélioré là. T'as été bon. Tu me facilites le travail là. Podcasteur. T'as plus besoin de moi, je peux partir. Ouais, peut-être quand même si. Tu me demandais? La transition. Tu parlais projet. Ouais. T'as rencontré une nouvelle femme qui s'appelle Jay. Ouais. Du coup, Jay, l'assistant vocal des commerciaux. Donc comment ça m'est venu? On est quand? Alors la première fois que j'ai eu l'idée, ça devait être quelque part en février-mars 2024, ouais, bien vu. 2024, et j'ai tout de suite réfuté. J'ai fait non, même si je trouvais l'idée bonne, j'ai fait non, c'est pas maintenant quoi. Je suis pas prêt à recommencer à zéro un projet, c'est quand même compliqué. J'étais dans ma phase, je vais être employé. Et je me suis décidé aux environs du 1er mai, je dirais, de mémoire. Quelque part par là, ou fin avril, ou début mai, où je me suis dit non c'est bon, je vais faire J. Voilà. Et du coup, d'où c'est venu? De mon expérience durant ces 13 années. En fait, j'ai été amené à prospecter sur le terrain, en Belgique, en France, en Suisse. J'étais hyper désorganisé. J'allais au prospect, je notais pas. Je me dis, t'inquiète, je vais me souvenir ce soir. Le soir, tu rentres, il est 19h, t'as faim, tu manges. Soit tu notes vite tes rapports de visite dans ton CRM, soit tu reportes ça au vendredi. Et donc, j'étais pas très fier de moi, mais voilà. Et puis, j'ai eu une équipe, et ils avaient les mêmes problèmes. Ils me disaient... on a dû chercher des techniques et au final, à l'époque, il y en a un, il notait assez bien dans son petit carnet. Il devait rentrer au bureau à 16h tous les jours pour renoter, pour finir à 18h, il était toujours en retard, pour noter ses rapports dans son CRM. Et assez fréquemment, il nous disait, bon, le dernier rapport, je le fais demain parce que là, j'ai envie de rentrer chez moi, quoi. Et donc voilà, j'ai eu l'idée, je pense que j'ai mixé ce truc en me disant, tiens, ça, c'est un vrai problème. Parce que si on l'a vécu, a priori d'autres gens l'ont vécu, et que je savais déjà à l'époque que les gens n'aimaient pas leur CRM, et la techno aujourd'hui, où je me suis projeté, où je me suis dit tiens, avec ChatGPT tu peux faire ça. C'est quoi un CRM? Ouais, un CRM c'est un logiciel de suivi de clients, donc tu vas tous les comptes, ça dépend encore, mais tous les contacts que tu as avec quelqu'un, un prospect, tu vas l'encoder dans le logiciel et tu vas noter normalement tous tes contacts avec lui
toutes tes conversations, tu vas mettre des notes, etc., etc. Et tu vas le faire avancer. Il y a le Kanban, moi, en tout cas, moi, c'est la vue que j'aime bien, pour savoir où il en est et la valeur qu'il a. Donc si tu as un deal à, par exemple, 700 € dans une grosse boîte, c'est peut-être pas intéressant, donc tu vas peut-être pas passer beaucoup de temps dessus. Par contre, si c'est un tout gros deal, quand tu es une petite boîte, tu vas peut-être dire, bon, bah, c'est vraiment un très gros deal. Prioriser tes actions. Voilà, prioriser, c'est peut-être pas ça qui est le plus urgent, parce que ça va quand même mettre un cycle de vente assez long. Et savoir où est où en est ton lead, quoi. Est-ce que c'est chaud, est-ce qu'il va être converti maintenant, ou est-ce que bah non, on n'y est pas encore, est-ce que l'offre est bon et que vraiment ils nous disent on finalise et on revient vers toi, ben là c'est bouillant, quoi. Et là tu sais qu'il va rentrer dans tes chiffres bientôt. Et donc ça permet d'avoir une vue et une pipeline et une vue claire du business. Du business, voilà, de ce qui est en cours, de ce qui va rentrer, de pouvoir faire des projections, etc., etc. C'est ultra important, mais c'est ultra pas fait pour les commerciaux sur le terrain. D'où Jay, tu parlais de la tech. Qu'est-ce que ça fait, Jay ? Ouais, du coup la tech. Jay, ça va permettre au commercial de remplir son CRM, mais vocalement. Quand on parle, on dit beaucoup plus de choses en 1 minute que ce qu'on écrit en 15 minutes, à peu près. Donc là, les vocaux qu'on a durent, c'est pour ça que je prends ces chiffres, durent à peu près en moyenne 1 minute. Et remplir son CRM, de l'un à l'autre, ça dure entre 15 minutes et une demi-heure pour vraiment ceux qui sont longs. On gagne 3 heures par semaine. Un peu moins, 2 heures par jour. Pour ceux qui passent le plus de temps, c'est 2 heures par jour de gagner. Et donc tu vas pouvoir vocalement remplir toutes les informations, comme ça ta data pour les entreprises elle est vraiment qualitative, et toi t'as toutes les infos, t'oublies rien en fait, parce que tu viens de sortir du rendez-vous, t'es pas encore à ta voiture, t'as déjà débriefé Jay, tu lui as tout dit, tout est dans ton CRM, donc t'oublies rien. Et puis t'as pas la pénibilité de le faire le soir, tu rentres chez toi le soir à 18, le boulot il est fini, tu vas pas commencer à noter les actions. Il va aussi faire des actions pour toi, comme envoyer des mails, faire des tâches de rappel, etc., etc. C'est vraiment l'assistant. Comme je dis toujours, dans les années 80, 70 ou 80, il y avait la secrétaire, et maintenant on en revient, quoi. Comment c'est quand on relance une boîte ? Qu'est-ce qu'on fait plus vite ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Qu'est-ce qu'on fait différemment ? C'est une bonne question, parce qu'on dit toujours que quand tu relances une boîte, tu vas beaucoup plus vite que les autres. Moi, j'ai tellement pas l'impression d'aller vite. Bon, j'ai perdu beaucoup de temps avec d'autres choses aussi, mais que j'ai pas cette impression. Mais c'est vrai qu'ici, à l'incubateur, donc on est à peu près... On doit être entre 50 et 100 projets, juste sur le site ici. C'est vrai qu'il y a des choses qui me percutent à moi beaucoup plus vite que les autres. Toi, les gens vont me parler, moi mon projet c'est ça, parce que je résous tel problème, et à peine ils m'ont dit je résous tel problème, parfois ça m'arrive de faire la solution c'est ça, et eux ils partent dans des solutions et je fais tu vois, je fais non c'est pas ça, mais je les laisse faire, il faut faire le chemin, il faut essayer et tout. Ça tu vas plus vite. Déjà toute la structure, comment créer une boîte, comment gérer une boîte, tout ça ils savent pas, tiens il faut faire comme ça. Il y en a qui vont créer une structure en disant voilà j'ai la société, maintenant je peux commencer à vendre. Non en fait, t'as pas besoin de société pour vendre en fait, tu commences à vendre et puis quand t'auras vendu tu feras la société. Toutes des petites astuces comme ça, ou juste la création de société, comment on crée une société, comment on fait un prévisionnel. Un plan financier que tu fais avec ChatGPT. Moi pas, mais je suis sûr qu'il fait ça très bien. Moi je crois que je fais ça plus vite que lui. Moi je vais essayer, tiens. C'est une bonne idée. Je pense que l'administratif c'est un gros poids pour la première fois que tu lances ta boîte. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui font peur parce que c'est l'inconnu. C'est des choses qui prennent vraiment la tête alors que c'est pas important, mais dans ta première boîte, ça a l'air très important pour toi, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je réfléchissais. Il y a des gens qui mettent un point d'honneur à ce que la société soit créée, parce que pour eux, en fait, c'est l'accomplissement de quelque chose. C'est je travaille depuis des mois à créer un produit. Créer la boîte, c'est j'ai créé une boîte. Tu vois, ils mettent un truc. T'as pas besoin de créer une boîte, t'en as pas besoin aujourd'hui. J'ai un pote qui me dira toujours, Antoine Percy de Wonka, justement. Il a créé, il y a 5-6 ans, quand il était dans le même incubateur que moi, il avait créé une boîte qui n'a pas fonctionné. Et il m'a dit, parce qu'après avoir lancé sa SRL, il a arrêté quelques mois après.
Il m'a dit franchement, j'ai créé ma SRL pour faire une photo sur LinkedIn. Ah oui, tu m'avais dit ça. Il a servi à rien du tout. Et j'adore ressortir cette anecdote-là parce que, ouais, je pense que créer une boîte, ça a une partie aussi de, je sais pas, vouloir être pris au sérieux ou il y a un peu une partie qui est pas importante dans le cadre de développer une startup, dans le cadre de voilà, trouver son market fit et des choses comme ça. Mais par contre, pour soi-même et pour, je sais pas, son entourage ou pour être pris au sérieux, c'est quelque chose qui est important, mais c'est bien souvent très personnel, quoi. Et je trouve ce qu'il a dit avec ouais, j'ai fait une SRL pour une photo LinkedIn, ça représente bien ça. Mais c'est tellement chiant après de fermer une boîte que il vaut mieux être sûr quand tu l'ouvres que ça va aller. Donc ça c'est un des points. Admin, solution simple. Il y a d'autres trucs qui te viennent en tête comme ça qui, grâce à ton parcours d'entrepreneur, t'arrives à... Il y en a sûrement plein, mais là qui m'en viennent en tête. Vas-y, au fur et à Je mesure. sais pas, c'est peut-être la projection aussi de savoir comment faire les choses, même si je me pose des questions à chaque étape de ce que je fais. Je sais qu'il y a La résilience aussi, t'en parlais. Ouais, tu sais que c'est le process, tu vois. Ouais, tu sais que c'est tu long. lis deux meetings de suite, tu sais que c'est ok. Ouais, c'est vrai que la résilience, tu sais que ça va être compliqué, que ça va être dur. Je le dis à tout le monde. Hein. Je crois que je leur dis tous les jours, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Hein. Ouais. C'est pas simple. Hein. Et je disais, je crois que c'est les projections sur le long terme. Une startup manager que j'ai rencontrée, que je connaissais pas, elle m'a dit, on voit que tu sais où tu vas aller en fait. Alors que même moi, je savais pas. Elle m'a dit, ça se sent, tu sais où tu vas aller, alors que on en parle, hein, je me pose des questions à chaque étape. Ouais. Mais le but, on voit où apparemment. Et c'est pas quelque chose que tu sais quand t'as 20 ans. Tu fermes les yeux, t'avances en fait. Tu es d'accord avec ce qu'elle a dit du coup? T'as l'impression d'avoir une idée claire de où t'as envie d'emmener Jay? Ouais, je vois où je veux aller. Maintenant, et je vois comment il faut faire, mais c'est pas parce que je vois comment il faut faire que ça marche. Donc maintenant j'essaye, voilà. Comme il y a une phrase qu'on aimait bien, c'était zut, elle m'échappe maintenant. Putain, je l'ai lu pendant 10 ans cette phrase et maintenant elle m'échappe, c'est fou quand même. C'est si le plan ne fonctionne pas, ne change pas l'objectif, change la direction. Ouais, change le plan. Ouais. Et donc c'est ce que je fais en fait. J'ai mon objectif et maintenant le plan pour y arriver, j'essaye une méthode, puis ça marche pas, et une autre. L'objectif ? Ouais. Ah, j'ai pas très envie de la dire parce que ça fait très prétentieux en fait. Je comprends. Je te l'ai déjà dit, donc toi tu le sais, si tu t'en souviens. Mais c'est hyper prétentieux. Si je le dis, alors c'est vraiment en prenant des pincettes, quoi. C'est vraiment genre l'objectif personnel, quoi. Moi, un truc que j'aime bien dire sur toi, Alex, c'est que franchement, t'es une des personnes que je connais qui a le ratio compétence, expertise versus humilité le plus haut que je connaisse. Ah ouais ? Franchement. C'est marrant parce qu'après le podcast, ceux qui ont écouté ici m'ont dit tout de suite waouh, t'es super humble, Alex. Ouais. Moi, je sais pas, moi je trouve ça normal, mais. C'est pas normal, oui. Je pensais. Il y a peu de gens qui ont des boîtes de 1 million et qui rasaient les murs il y a un an. Ouais, c'est fou. Bref, l'objectif, comme je peux te le dire, ça reste un chiffre rond. En plus, hein, c'est 1 million en 1 an avec Jay. C'est tout à fait possible hein, quand tu vois Lovable, le gars qui prend l'exemple. Non, mais aujourd'hui, il y a 1 an ou 2, c'était. Bon, il y a 1 an peut-être, mais il y a 2-3 ans, c'était très compliqué, quasi impossible. Et maintenant, avec l'IA, ça va pas se banaliser, mais ça va devenir beaucoup plus fréquent. Après, bon, un objectif financier, ok, mais. Je sais pas, un objectif plus. De produits ? Non, je parle pas forcément de ça, mais toi dans une boîte, tu vois. Parce que là ça va être différent qu'Inco, tu vois. Ah ouais. Tu es dans une structure de boîte différente, Oui, une oui. industrie différente. Est-ce que t'as... Ouais, c'est un truc intéressant, ça. J'en parlais avec... qui ? J'en parlais avec Philippe de Lexi aussi. Ouais. Le fait que nous, tous les deux, on s'est rencontrés parce qu'on était dans le marché de la food. Et puis après, on n'est pas arrivé par hasard dans la tech. On est arrivé dans la tech parce que c'était quelque chose qui nous convenait, un lifestyle qui nous convenait, des avantages qui nous convenaient, tu vois, beaucoup de remote, de trucs comme ça. Est-ce que toi, tu dirais aussi que tu es arrivé dans cette industrie-là et tes objectifs que tu as pour Jay sont alignés avec la vie que tu as envie de vivre? Je réfléchis. 4 heures. Ouais, j'y ai pas pensé. Mais en fait, oui, peut-être, j'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai que je m'étais dit, tu sais, quand tu es dans de la vraie industrie, tu dois être là présent sur place dans ton atelier, tu vois. Tu peux pas te permettre d'aller travailler en remote à l'autre bout du monde. Et ça, c'était quelque chose qui me manquait. Et donc, je le fais là maintenant. Je pars lundi, je pars 2 mois à peu près. Donc, je vais le tester, d'aller travailler un peu à l'étranger. Ouais, ça, c'est quelque chose que je voulais changer. Et après, un autre truc, c'est que je crois que j'ai pas envie d'avoir une grosse boîte avec beaucoup de personnel. Je crois que j'ai envie de rester petit, beaucoup automatisé.
5-6 personnes, peut-être 10 personnes. Déjà 10 en tech, c'est déjà pas mal. Avec les automations, ça va quoi. Et aussi, pareil, une équipe un peu remote où il n'y a pas forcément de bureau, tout le monde show up tous les jours. Je suis beaucoup plus cool que chez Inku. Ouais. Je me rends compte, ça c'est vraiment comment on apprend de nos erreurs. Avec les bon là pour le moment c'est beaucoup des stagiaires. Vraiment je suis hyper chill avec eux quoi. T'arrives à l'heure que tu veux, tu repars à l'heure que tu veux, tu fais du remote autant que tu veux. En fait, tant que t'es pas en contact avec le client, ça a aucun impact sur le business, que tu sois là, pas là. Si tu me dis, écoute, ce matin, j'ai pas envie de travailler, je fais ok. Moi, du moment que les heures sont faites, que le taf est fait. Ouais, que le taf est fait. Voilà. Mais ça demande un travail en amont de, je sais pas, des KPIs ou des trucs comme ça. Oui, alors là, c'est encore un peu tôt pour leur mettre des KPI, mais par exemple, là, j'ai JB qui est en stage jusqu'à fin août. Et donc, je lui ai fait une roadmap. Au tout début, je lui avais dit, bon, on va voir ce que tu vas faire. Puis au bout d'une heure, j'ai commencé à lui mettre quelques projets. Et puis je me suis dit, en fait, je vais lui étaler sur 2 mois. Et je lui ai dit, voilà, n'aie pas peur, on verra où t'en es. Si t'as fait un projet, si t'as appris, c'est ce qui compte au final, tu vois. Et puis on adapte. Et comme ça, en fait, lui, il m'a remercié, il m'a dit comme ça, je dois suivre le rythme que tu donnes, tu vois. Parce que je lui ai mis par semaine. Ouais. Mais bon, en fait, il le sait, je lui ai dit toujours, il n'y a pas de pression. Tu vois, quand il cale sur un truc pendant 2 jours ou pendant un jour, j'ai dit, mais c'est pas grave, fais une pause, tu reviens dessus ou continue de chercher. Je lui ai dit ça tout à l'heure. Je lui ai dit, continue de chercher, tu vas trouver. Mais il a quand même fait une pause parce qu'il en pouvait plus. Ouais, mais juste pour t'assurer que ça avance, quoi, même si c'est pas pressant. Oui, tu lui demandes 1 fois par jour comment ça va et il te le dit 1 ou 2 fois. Et il te le dit. Ou si je vois qu'il est trop silencieux pendant 2-3 heures, je vais faire qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais c'est tout. 1 million ou 10 dans un an, c'est quoi en fait ta vie que tu as envie de vivre en tant... Parce que j'aime bien prendre la question dans l'autre sens. En fait, je pense qu'on construit une boîte autour de nous et pas forcément l'inverse. Et j'aime bien cette idée de construire une boîte qui est alignée avec la vie qu'on a envie de vivre. Et donc c'est quoi ton idéal de CEO de Jay là ok, on parlait d'1 an, mais ça peut être 2, 3. Tu parlais d'une boîte avec pas trop d'employés où il y a beaucoup de remote. C'est quoi la vie que tu envisages? Et à partir de cette réponse là, je pense que tu peux aussi aligner ton business model, ta boîte à toi, vu que c'est la tienne. Du coup là je teste, est-ce que ça va me plaire de travailler à l'étranger, est-ce que pas? Ouais, j'ai pas vraiment réfléchi au lifestyle. Je sais qu'il y a des choses que j'ai plus envie de vivre, mais je vais en vivre d'autres, mais des deadlines permanentes, tu vois. Je pense que personne aime ça, de toute façon. Non. Après, il y a des gens qui aiment être stimulés. Bien driver comme ça, ouais. Mais comme ça, avoir une deadline et te dire je dois la finir pour tel jour parce que sinon c'est raté. Ouais. Tu vois, je sais qu'en tech, t'as pas ça. Et si tu finis pas pour tel jour, c'est pas très grave, tu finis le lendemain. Mais t'as d'autres stress. Ça dépend. Si tu travailles pour un festival. Oui, voilà, très bon exemple. Bon, là, dans ce cas-là, oui. Mais moi, j'ai pas fait un truc. C'est un autre projet, mais avec Jay, j'ai pas de deadline de jour, tu vois. J'aurais d'autres problèmes, je le sais très bien, mais j'aurais plus ça. Et ça me fait plaisir déjà. Le reste, je sais aussi qu'à un moment, la boîte doit pas être dépendante de moi. Comme je suis solopreneur, il faut arriver assez vite d'ailleurs, à ce que la boîte puisse tourner sans moi. Assez vite, on verra dans quelle mesure, mais... C'est le gros avantage d'un SaaS quand même, c'est que si tu arrives à bien wheeler ton onboarding et tes process derrière, c'est facile entre guillemets de s'en sortir. Oui, je sais pas si facile c'est le bon mot, mais c'est plus facile que d'autres trucs. Ouais. Puis il faut apprendre les bonnes personnes, des gens indépendants, autonomes, surtout autonomes, qui vont prendre des initiatives. Déjà ça te change la vie. Ouais. Non, je suis d'accord avec ça. Je reviens un peu à ce moment-là où tu as ton idée de Jay. Ouais. Moi, je t'ai rencontré en août 2024. Tu étais dans une période où tu avais fait beaucoup de mom tests, cette compréhension du marché, de prendre la question dans l'autre sens et de ne pas penser solution, juste penser problème et d'essayer de creuser dans les problèmes des gens. On avait un débat, je me rappelle, il y a 1 an sur est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer autant de temps alors qu'on pourrait travailler sur MVP rapide pour avoir des premiers résultats. 1 an après, elle est comment la réflexion dans ta tête ? Parce que tu as fait beaucoup de mom tests, tu as fait passer des mois. Et je pense qu'il y a franchement des avantages non négligeables à ça. Moi, j'entreprendrai jamais de cette manière-là, mais je sais qu'il y a différentes manières de le faire. Là, maintenant que la réflexion est un peu maturée après 1 an, ça serait quoi la manière idéale là, de relancer Jay ? Est-ce que tu ferais exactement comme tu as fait ou tu changerais certaines choses ?
Non, je suis assez content. Après, on a tous notre parcours différent. Moi, ce qu'il y a aussi, c'est que je voulais apprendre. Je viens dans une nouvelle industrie. Donc, ce mot apprendre, il compte beaucoup. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Enfin, j'ai pris beaucoup de temps à certaines étapes. Quoi, 8 mois de même test, non? Non, t'es fou. Non? Non, pas autant. Non. T'as commencé vraiment à faire un MVP en janvier, en février, non? Non, j'avais commencé vers octobre-novembre, je crois, vers la Toussaint. J'ai commencé à chipoter au no-code pour faire un POC. Et en décembre, j'ai commencé à faire sur Bolt. Puis j'ai abandonné, j'ai stoppé, j'ai été sur Lovable en janvier. Je suis revenu en Europe, c'est bien. Je donne une petite overview de comment on peut créer un MVP, un peu deux grosses familles aujourd'hui, je pense, pour le faire soi-même et rapidement. La première, c'est les outils no-code. Donc, c'est typiquement aller prendre un CMS. Donc, c'est clairement ce que va voir ton utilisateur, une interface facile. Ça, il y a plein d'outils pour le faire, que ce soit Bubble, WordPress, Glide, Softer. Il y en a des milliers. Et derrière, aller potentiellement faire tourner une tech grâce à des outils comme du Make, comme du NA10, que t'adores dire en anglais. Ouais, je sais toujours pas le dire. Et des bases de données aussi qui sont en no-code, comme du Airtable ou autre. Et en configurant tous ces outils ensemble, on peut avoir vraiment des MVP très rapidement, en quelques jours. On peut faire des landing pages, que ce soit avec Card, avec plein d'outils comme ça. Et puis la deuxième grosse famille, qui est nouvelle et qui est plus difficile à faire évoluer, mais pour avoir vraiment un résultat rapide en quelques heures, c'est les outils de vibe coding, comme on parlait Bolt, Lovable, où Alex s'est aventuré dedans. Et ça permet de sortir un truc concret, un truc en une après-midi. On peut avoir des utilisateurs qui testent avec une tech solide derrière, que ce soit du no-code ou du vibe coding, et ça permet de valider une idée avant de créer la société et de potentiellement vendre déjà grâce à ça. Et une fois qu'on a cette validation, on passe à la suite. Voilà, je vais faire une petite parenthèse no-code, parenthèse MVP. Une après-midi pour faire Lovable, c'est parce que toi t'es vraiment bon, mais les gens plus normaux, tu mets quelques jours quand même. Hein. Ça dépend ce que tu construis. Ouais. Ça dépend ce que tu construis, ouais. Donc ma réponse par rapport au même test, donc j'ai pas fait autant de même tests que ce que tu dis. Par contre, j'abuse peut-être un peu. Ouais, complètement. Mais donc moi je regrette pas. Est-ce que je changerai aujourd'hui ? Je crois que c'est comme tu dis, il y a le vibe coding Lovable qui va d'ailleurs utiliser plutôt Lovable que Bolt vu que c'est européen. Comme tu as le vibe coding qui explose complètement, enfin c'est fou. Hein. Moi je l'ai utilisé vraiment à fond en janvier. Et tu sais qu'on était au début du truc, hein. En novembre, quand on a découvert ça, il n'y a personne qui utilisait ça. Non, ça avait un an et demi là, le truc. Elle a été valo à 1,6 milliard. Mais je sens que c'est beaucoup plus répandu. Maintenant, je vois des ads sur Insta et tout maintenant. Sur Facebook, et quand tu dis Lovable, dans la tech et tout, le monde connaît. Ouais, il y a quand même une chance sur deux que la personne connaisse. Ouais, je dirais pas encore tout le monde, hein, mais si tu connais pas, c'est... Par contre, en novembre, il y avait personne. On était à deux là, à geeker sur Bolt à l'époque. Personne connaissait ça, quoi. Ouais. Et je montrais ça aux gens. Wow, la dingue. Même ici, même à Euratech. Moi, c'est quelqu'un d'Euratech qui m'en a parlé. Et ça prenait pas trop. Et puis honnêtement, c'est moi qui l'ai répandu ici. Je l'ai testé pendant les vacances là, de fin d'année. Mais on l'a pas découvert quand on a vu le post de Pierre Évrard sur Bolt. Moi j'avais déjà découvert, j'avais déjà essayé. Et en fait c'est son post qui a fait que j'ai repris Bolt en me disant parce que moi j'avais pas réussi à faire le premier prompt correct, et donc j'ai repris son prompt et machin, et là j'ai réussi à faire quelque chose, et là ça devient. C'était galère il y a 8 mois. Ouais, c'était galère, alors que maintenant c'est un peu plus simple. Ouais. Et du coup je pense que je ferai les deux en même temps aujourd'hui. Je ferai un mom test. Et à la fin, mon call to action, si la personne répond correctement, il me dit oui, voilà, mon problème c'est ça. Je dirais j'ai un outil aujourd'hui, je te le mets gratuit. Je le fais pas payer, je te le mets gratuit et teste-le. Je crois que je ferai les deux en même temps, mais parce que aujourd'hui, je sais qu'avec Lovable, je peux déjà faire un truc, ou avec le no-code, je peux déjà faire un truc assez avancé. Tu peux expliquer un mom test avec tes mots ? J'ai expliqué un peu moi, mais je suis curieux de savoir comment tu l'expliques. Ça fait longtemps que je l'ai plus expliqué. Un mom test, en gros, c'est... Tu vas creuser le problème de la personne sans lui dire... En fait, ça va être une conversation que tu vas essayer de diriger le moins possible, mais quand même pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Et la personne va elle-même t'expliquer ses problèmes. Et toi, tu vas simplement écouter, essayer de comprendre le problème qu'elle va t'expliquer. Soit c'est un... Donc, non, je perds mon idée, pardon.
Et donc, t'as rien à dire en fait. Tu fais que noter son problème pour voir si toi, ce que t'avais itéré comme problème, si c'est un vrai problème ou pas, ou si t'es un peu à côté ou complètement à côté de la plaque. Et quand tu fais ça, en fait, les gens vont. Ils ont aucun intérêt à te mentir ni à aller dans ton sens, vu que tu leur vends rien. Ça enlève les billets. Ouais, ça enlève tous les billets. Ils vont juste parler d'eux et dire, je sais plus. Je sais que moi, il y en a beaucoup qui m'ont dit, moi, ce qui changerait ma vie, c'est que tu retires les bouchons parce qu'il y a des bouchons tout le temps, parce que je passe ma vie en voiture et machin et blabla. Et après, toi, tu dois essayer de comprendre ce qu'ils disent entre les lignes ou tu pousses un peu le bouchon. Mais voilà, ça c'est typiquement, je leur ai pas demandé de me, tu vois. Et à la fin, je disais juste, merci pour la discussion et je vous contacte, quoi. Donc orienter toute cette discussion sur le problème et pas la solution, quoi. Exactement. Tu parles à la fin. Donc moi, à la toute fin, je disais, en fait, je vais quand même vous dire ce que je fais, parce que je l'avais promis au début de la conversation. Donc je leur disais, et leur réaction... Mais ce qui est fort, justement, c'est quand la personne sait même pas que tu as une idée derrière la tête. Ah oui, moi, je ne sais pas. Ok, si t'es dans un événement de networking d'entrepreneurs, on se doute bien que t'as un projet derrière. Donc ça, c'est ok. Ah ouais, pas forcément. Moi, je dirais que c'est l'inverse. En networking, j'aurais plus de facilité à parler avec quelqu'un, à l'amener là où j'ai envie, sans lui dire. Ici, au téléphone, des gens que tu connais pas, en call, je disais, en fait, moi, je suis porteur de projet, j'ai un truc, mais oui, non, au téléphone, c'est clair. Non, je t'appelle pour comme ça. Il y a une dame, j'en souviens, qui a été choquée, qui m'a dit, si, dis-moi ton projet. Je dis, non, parce que l'idée, c'est que si je te dis mon projet, tu vas le juger d'office et tu vas être biaisé. Et si je te le dis pas, tu saurais pas, c'est quoi, vers quoi je t'amène. Mais c'est comme, je sais plus, il y a une étude où c'est une étude scientifique où ils prennent des comment on appelle ça, des patients dans une étude, non, comment on appelle ça, des cobayes. Ouais, des cobayes, ouais. Cobayes, ouais. Et en gros, les gens, vu qu'ils savent qu'il y a une étude derrière, ils essaient d'anticiper ce que il y a un billet, je sais plus c'est quoi le nom, mais ils essaient d'anticiper ce qu'ils sont en train d'essayer d'analyser, et du coup leur comportement diffère. Et je pense que dans le même test, il y a aussi ça. Et du coup, je pense qu'il est vraiment fort, c'est une pure discussion où la personne se doute pas que tu as une idée derrière la tête et pense vraiment que tu es en train d'avoir une discussion avec elle. Et ça, je pense que c'est le max de valeur que tu peux avoir à ce moment-là, quoi. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me demande le nom de ce billet, j'ai oublié. Mais c'est clair, ouais, d'anticiper un peu ce que l'autre personne essaie de savoir de nous. En parlant de ce même test, du coup, tu dirais de développer une solution qui est un peu le call to action de la fin de la discussion. Ou tu fais un peu les deux en même temps, ou tu as ton idée, tu t'en parles un peu, tu fais 2-3 mêmes tests, tu vois que si ça prend, directement tu le prends, tu fais un peu comme tu veux. Hein. Je dis pas que tu dois... les deux en même temps, ça n'a pas tellement de sens. Enfin, ça peut avoir du sens. Ouais, non, ça a du sens, mais le gros avantage du même test, c'est aussi cette idée de... En fait, tu te forces à pas encore penser à la solution. Tu te concentres vraiment sur les problèmes avant même de développer ton MVP. Ouais, c'est pas faux. Moi, j'avais déjà bien ma solution en tête, même si elle a un peu changé, elle est quand même bien en tête, donc voilà. Ouais, c'est pas faux ton point. J'adore ce truc de se dire, ok, je vais lancer une startup, je sais pas quoi, vas-y, je fais 30 mêmes tests, on verra où ça m'emmène. Et puis une fois que t'as ça, en 3 jours, tu passes sur ta landing page, sur ton MVP. Ouais. Mais du coup, au début, tu sais pas. Tu te forces à pas penser solution. Parce que on est quand même des hommes, des humains, on a envie de penser solution directement dès qu'on a des problèmes, c'est humain. Mais je trouve ce travail de même test, c'est se forcer à mettre les solutions de côté, je me concentre que au problème. C'est un exercice qui est compliqué, mais qui peut avoir vraiment sa valeur. Exact. Et c'est parce que vraiment quand je les faisais, il y a des moments où je me disais, le call, il serait parfait pour closer, quoi. Et la personne, elle t'a dit tous ses pains, elle a vraiment dit c'est pénible et tout. Elle te dit ce qu'elle rêverait d'avoir. Tu parles du même test ou des calls de vente maintenant ? Non, du même test. Ouais. Et elle te dit tout, quoi. Tout comme c'est à peu près la même chose qu'un call aujourd'hui. Et toi, tu es là et tu dois dire, écoute, merci pour ce que tu m'as dit, et on se recontacte et tu dois pas vendre. Et c'est un exercice qui est pas évident. Tu te dis, tout est au vert. Ouais. La personne, elle t'a déjà donné sa carte. C'est ce qu'on discutait avec Philippe aussi, on parlait du spin en off à 2. Ouais. Le spin, c'est une technique de vente où d'abord, sur les 3 premières lettres, le SPI, où tu te concentres vraiment sur les problèmes, les pain points de la personne, avant même de parler de ta solution. Et on en parlait avec Philippe. Parfois, la personne décrit exactement ce que fait ton produit, et t'es là et ça te brûle les lèvres, mais tu peux pas le dire. Tu dois continuer de creuser les problèmes plus profonds de la personne pour être sûr de pouvoir apporter la solution parfaite. Et que ça soit dans le même test ou dans un call de vente où tu appliques le spin, tu dois te forcer à pas parler de solution et te concentrer sur la personne et ses problèmes, quoi. J'ai fait des calls justement il y a quelques semaines, je m'en souviens d'un gars où du coup le spin, SPIN, tu suis les étapes. Donc, situation, pain, impact et puis c'est le need off. Donc c'est là où c'est toi qui présente ta solution. Et lui, on s'est dit bonjour, et puis il a commencé tout seul. S,
Et moi, j'étais vraiment là, je regardais mes lettres je validais comme ça. Je fais bon, ben ok, il me fait sa situation, ok, il me parle de son problème. Le prospect parfait. Ouais, et puis il passe toutes les lettres. Et j'étais là, je fais bon, ben facile avec lui. Je sais plus ce qu'il y a eu avec lui, mais c'était ouf. C'était ouf, hein, c'était marrant ça. Ça arrive qu'une fois, hein, ça arrive jamais. Hein. Il faut quand même un peu aider le call, hein, mais c'était marrant. Je crois qu'il était pressé. Il allait droit au but. C'était bien. C'était un sales lui-même du coup. Vu que tu bah vas oui, en sales. je regardais c'est trop bien. Le sales en call de vente, tu perds pas de temps. Il sait comment se faire closer. Ok. Discussion qu'on avait en off avant, et ça c'est un truc qui est pas répandu, mais t'es assez, c'est super transparent vis-à-vis de ça. Là, ça fait quelques mois où tu n'as pas encore de clients, et c'est quelque chose qui je sais que tu es transparent et que tu le partages comme ça, c'est pour ça que je me permets de le dire comme ça. Et ça mène à des discussions qui sont intéressantes d'un point de vue mental, où tu te dis, ça fait 1 an que je suis en train d'essayer de lancer une startup et j'ai encore aucun client. Si on m'avait dit que ça mettrait 1 an, mon Dieu, je me serais tiré une balle. Ouais. C'est ouf, hein. Ouais. Après, il y a eu des éléments, hein. Quand tu rejoins Euratech, ils le disent pas clairement, mais en fait, tu as 3 mois 2 mois, je crois, de bootcamp. Et donc, moi, ça me prenait la majorité de mon temps. Et donc, t'as des keynotes, c'est intéressant, mais tu dois travailler sur ton projet en plus, et donc ça ralentit déjà vachement fort ton projet. Et puis, je t'ai dit, il y a vraiment ce truc d'apprendre. Donc, je crois que c'est 2 semaines où j'ai fait la Make Academy. C'est génial. Mais ça te prend 2 semaines juste pour arriver à faire un truc assez bête. Et puis, t'essayes Bolt, et puis après 2 semaines Bolt, tu mets à la poubelle, tu recommences Lovable pendant 2 mois, et puis tu t'es emballé en vouloir faire un produit trop gros, donc ça marche pas, donc tu reviens en arrière, tu te dis bon, on va sortir ça, on va déléguer ça à des gens qui sont plus compétents que soi, donc là déjà t'as pas perdu, mais ça t'a pris du temps. Donc là, ça nous amène déjà ici en 2025. Hein. J'ai l'impression que tu as quand même, dans cette aventure, beaucoup investi sur toi-même aussi, sur rejoindre Euratech, ces keynotes. Tu n'étais pas dans l'objectif, vas-y, dans 2 mois, faut que ça pète. T'étais dans non, je suis pas du tout dans... Là, maintenant, je commence à y l'être. Maintenant, il faut que ça démarre, ça me saoule. J'avais l'objectif de closer ici avant les vacances, ça sera pas le cas. Mais c'est pas grave, ça sera en vacances. Et sinon, ce sera pour septembre pour bien commencer l'année, mais ça sera pendant les vacances. Ouais, voilà, et puis le fait d'avoir lancé un projet sur le côté, ça m'a aussi ralenti, mais c'est nécessaire parfois de ralentir pour sécuriser de l'argent. Voilà. C'est quoi les différents pivots de Jay là depuis je sais pas 6 mois? La vision que t'as... Parce qu'au début t'avais pas vraiment de produit, je pense pas que t'as trop pivoté à ce moment-là, t'avais déjà un peu ta vision ou... Non, ouais, mais la vision, mine de rien, elle est assez restée semblable. Parfois j'oublie que j'avais envie d'aller jusque là avec Jay, donc quelqu'un me le rappelle ou autre. Ce qui pivote beaucoup, c'est la proposition surtout en ce moment, vu que je suis en plein en vente, c'est la proposition de valeur. Donc au début, je m'adressais à vraiment aux commerciaux purs, et puis tu te rends compte, même si je le savais, je me rends compte que c'est pas eux qui payent, donc ils n'ont pas de pouvoir d'achat, pas de pouvoir décisionnel en tout cas, donc ils doivent remonter l'info à leur directeur commercial. Je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite, parce que dans mon esprit, le directeur commercial, c'est un ancien sales, donc il connaît le terrain, donc il sait la pénibilité, donc il se dit je vais retirer ça de mes gars. Ça c'est dans ma tête, mais c'est pas dans la réalité. Rien à faire. Écrivez dans votre CRM. Ouais, malheureusement. Donc ça prend du temps. 2, tu sais pas comment le commercial va le vendre, comment il va l'expliquer. Tu vois, il l'a peut-être compris pour lui, mais il va peut-être mal le expliquer, et du coup c'est pas très vendable. Donc tu changes, tu dis tiens, on va faire... Après, c'est des calls qui sont pas perdus, hein, parce que ça reste un produit pour les sales, c'est pour eux que ça se dresse, donc on apprend toujours. Hein. Ouais. Et après, je me suis redirigé vers les directeurs commerciaux. Ah ouais, un directeur commercial. Et là, tu sens que ta proposition de valeur fait pas forcément mouche, qu'il y a quelque chose qui manque. Tu vois, tu le sens qu'il manque un truc, que faire gagner du temps à ses équipes, c'est bien, mais c'est pas le truc. Et donc là j'ai changé, je me suis rendu compte qu'en fait le truc c'est que leur CRM était vide, sauf que tu as besoin des CRM pour pouvoir piloter ta boîte, comme on en parlait tout à l'heure, le fait de savoir dans ta pipeline où est les deals, et les valeurs des deals, etc. J'ai des boîtes assez importantes qui m'ont dit avec beaucoup de commerciaux qui m'ont dit que le CRM était vide, quoi. Nom, prénom et une note sur 5. J'étais un peu étonné que ça soit à ce point-là, et il n'y en a pas qu'une. Hein.
Et donc maintenant je me redirige où en fait je vends de la data qualitative à l'entreprise. Donc je dis c'est simple, aujourd'hui ils remplissent pas leur CRM, nous on va leur faire un outil pour lequel ils vont tomber amoureux, ils vont l'utiliser et en moins de 5 minutes la data elle va être dans le CRM et eux ils ont fait leur boulot. Quand tu t'adresses au directeur, dire je veux faire gagner du temps au sales versus je vais vous donner de la data qualitative, ça résonne différemment. Ouais. Mais oui, et surtout que tout le monde veut faire gagner du temps aux sales, donc en fait tu t'es perdu dans la masse aussi. Les CRM à la base c'était faire gagner du temps aux ventes, hein. Bon, de ce qu'on m'a dit, ça a quand même fait gagner du temps. C'est vrai que par rapport aux Excel, tu gagnes quand même un peu de temps. Mais donc, voilà, tu l'entends depuis des années, ça ne te percute pas. Alors que de la data de qualité, ça devient quand même un peu différent. Et cette proposition de valeur-là, tu sens qu'elle résonne déjà différemment ou... Ouais, il y a encore quelque chose qui manque, je pense. Je pense qu'honnêtement, je vois que mes derniers calls... ouais, je pense que je dois encore. J'y suis pas encore. Je suis pas encore convaincu moi-même. Sinon, j'aurais closé. J'aurais eu le deal. Bon, d'un autre côté, c'est des décisions qui sont longues, comme on en discute. Hein. Quand une boîte se met avec un CRM, généralement, il reste des années, voire à vie avec le CRM, parce que c'est tellement compliqué de changer. Que la réflexion pour Jay, même s'il est plus simple, parce que tu peux le déconnecter, en fait, t'as rien perdu. Mais il prend quand même quelques semaines à réfléchir, être sûr de soi, etc. Ça, c'est aussi en prendre en compte. Mais ouais, je suis toujours en train d'essayer de trouver ma bonne proposition de valeur, là où ça va faire mouche. Et aussi mon persona et mon buyer type est idéal, quoi. Ma niche. Comment tu le vis ? Je veux dire, c'est vraiment parce que tu es un entrepreneur depuis longtemps et que tu as toutes ces valeurs-là en toi que tu es encore là. Parce que... Allez, je vais dire des chiffres sortis de mon chapeau, hein, mais passer 1 an sur un produit avec 0 client maintenant, 95% des gens auraient arrêté. Je sais pas, je dis un chiffre comme ça, mais je pense que c'est un peu près cette fourchette, même plus. Bon, après, dans l'incubateur, ici, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore de clients. Hein. Ça met du temps à faire un produit. Mais déjà, être dans un incubateur, t'es dans une sous-niche de malade. Je parle vraiment de tous les gens qui ont un projet et qui ont envie de le lancer. Ah non, je pense les gens auraient déjà arrêté. 99% auraient arrêté. 99 parce qu'on a une audience de plus en plus française. Sans leur lancer la pierre, parce que je pense que c'est des petits gars intelligents, j'ai été en contact avec 3 très jeunes 21 ans je crois, 20 ans, belges qui voulaient lancer un produit similaire ou répondre au même problème en tout cas. Et puis ils ont arrêté en fait, ils n'arrivaient pas à avoir les clients et ils ont arrêté et ils basculent sur autre chose. Je leur souhaite de réussir. Et c'est là la différence. Moi, je vois des signaux très clairs que ça va prendre. Il faut juste être un petit peu patient, tester, et à un moment, ça va prendre. Et après, il ne faut pas être trop patient. Hein. Si dans 1 an, je suis toujours nulle part, même avant, hein, c'est qu'il y a un problème, toi. Mais t'as des moments durs ? Non, pas trop, non. En fait, je suis vraiment super confiant, étonnamment. Je suis vraiment super confiant. Quand ça prend pas, parfois j'ai exactement la raison. Parfois, je dois prendre le temps de savoir pourquoi ça n'a pas pris ou essayer de lire entre les lignes. Et je vois beaucoup de signaux positifs. Je reste focus sur c'est soit ça va prendre. En fait, j'arrête pas. Je leur dis ici et toutes les semaines quand ils me demandent. Hein, je dis ça va prendre. Je sens ça va prendre. Il y a trop de choses qui font que ça va prendre. D'ailleurs, tu dis j'ai pas de clients, mais en fait j'ai eu un gars qui on a fait le call et tout, et à la fin il m'a dit je paye comment, et c'est moi qui ai dû dire en fait il faut l'accord de ta boîte, parce que sans ça on n'a pas accès à ton CRM, et donc sinon je l'aurais eu le premier client. Voilà. Non, mais je te taquine quand je dis pas de clients, parce qu'on a eu cette discussion en off juste avant, on parlait un peu du fake it till you make it. Dans tous mes business, quand j'avais 0 client, je disais que j'en avais. Ouais, je l'ai pas fait ce matin. Ouais. Ouais, ce matin, je t'ai dit, j'avais un call, elle m'a demandé, la dame, et j'ai dit, je vais être transparent avec vous, j'en ai pas encore, je suis en train de faire des démos, ça discute avec beaucoup de boîtes, ce qui est vrai. Je vais pas aller vous inventer des clients, j'aurais pu. Peut-être j'aurais dû. Je sais pas. Maintenant c'est fait. Maintenant c'est fait. Clairement, mais je me pose la question, ouais. Par contre, quand tu dis fake it until you make it, j'ai pitché pour un concours devant 150 personnes
Et apparemment, Que t'as gagné. que j'ai gagné, merci. L'humilité, il veut pas le dire. Ouais, j'allais pas le dire, non. Et Voilà pourquoi je peux pas te laisser tout seul faire le podcast. Je rigolais de ça, après je te laisse finir ce que tu disais. Dans le premier épisode, je disais à Alex, vas-y, présente-toi. Et il y avait vraiment une intro assez timide comme ça, où je travaille dans une ASBL. Ouais. Ça. Et je disais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas les highlights qu'on sort en début de podcast en général. Ouais, je suis pas assez vendeur, faut croire. T'es pas Non, américain. d'ailleurs, hier j'étais en networking et j'ai dû repitcher devant 90, donc 90 entrepreneurs. Et c'est le business club dans lequel j'ai pitché et que j'ai gagné le concours, enfin qui organise le concours. Et en fait, c'est le présentateur qui a dit ah oui, Alex, toi t'as gagné d'ailleurs, on va te féliciter et tout. Moi j'étais là, genre gêné, je fais non, mais c'est pas grave en fait. Mais bon, ça donne de la crédibilité, donc c'est bien. Ouais. Je disais quoi avant moi? Ouais, je sais, j'étais en train de penser à ça. Je t'ai coupé et je me rappelle plus de ce que tu disais. Tu parlais de. Oui, voilà. J'ai pitché donc devant 150 personnes pour ce concours. Et donc tout le monde vient me féliciter parce qu'apparemment j'ai bien fait ça, bref, etc. Et puis la semaine suivante, je rencontre quelqu'un, je savais pas, il était dans la salle. Et donc on discute et il m'a dit mais ton produit, donc c'est un pitch de 5 ou 6 minutes. Et il m'a dit j'étais dans mon siège, je me suis dit waouh, quel projet énorme, quelle boîte énorme. Et il dit moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment une grosse boîte. Et puis quand il y a eu la question, il m'a dit quand il y a eu la question qui tue, donc un membre du jury m'a dit bon quel est ton chiffre d'affaires aujourd'hui parce que t'en parles pas. Forcément j'allais pas en parler. Et là j'ai souri, je lui ai fait une blague et je lui ai dit je suis à 0 en fait. Et j'ai fait une petite blague et comme ça passe bien. C'est quoi la blague? Je lui ai dit je sais plus exactement, j'ai dit un truc du style je suis à 0, je suis au tout début du projet, vous avez beaucoup de chance, un jour vous allez pouvoir le dire et le raconter. Et toute la salle a explosé de Trop rire. fort. C'est pour ça que t'as gagné. Et il m'a dit là je suis tombé de ma chaise quand t'as dit 0, je me suis dit wow, moi je pensais que c'était une grosse boîte et tout. Et donc là par contre ouais, je vis le projet et donc les gens ils pensent que gros truc, et c'est comme ça qu'il faut le vendre en fait. Et quand t'es en call tu peux pas, et c'est compliqué, tu peux pas avoir les moments de doute, je crois que t'en parlais tout à l'heure, tu dois être persuadé que ton produit va vraiment changer la vie des gens, et ça c'est compliqué de te tenir pendant un quart d'heure, une demi-heure avec quelqu'un et pendant vraiment cette demi-heure te dire je vais changer la vie de la personne, c'est super dur. Moi il y a des moments où je sais que là je suis un peu plus faible et que je me reprends, tu vois, je me dis non Alex, oublie pas tu changes la vie de la personne, tu vois. Et mets une note sur ton ordi. Ouais, je change la vie des gens. Je vais changer sa vie. Ouais, et donc ça il faut être vraiment sûr de soi, parce que si t'es pas sûr de toi en tant que vendeur, les gens le ressentent et donc ils ont pas confiance en toi. C'est assez... Ou alors ils vont avoir de l'empathie, mais quand t'es sur des gros deals, il y a pas d'empathie qui compte. Donc ouais, c'est quelque chose qu'il faut travailler, donc il faut vraiment être sûr de soi, de son projet. Comme dans la séduction. Ah mais c'est que ça, la vente c'est que ça, hein. Vas-y, fais-nous des parallèles séduction-vente. Pas du tout, mais c'est que ça. Hein. D'ailleurs, on le dit de plus en plus, des gens vont pas être d'accord, mais moi c'est ok. Dans mes calls, je parle quasiment pas. Hein. Sauf quand je suis devant... Là, je parle plus, par contre. Okay. Là, il faut parler un peu plus, il faut se présenter, essayer d'être au moins à 50-50. Tu fais du spin. Et il faudrait un jour, ce serait marrant. T'imagines, le mec qui comprend les besoins de la femme. Ouais, c'est quoi ses problèmes? Bon, bah, c'est l'homme en général. Bon, ok. Désolé, c'était un peu machiste comme blague, mais c'est drôle. On peut plus dire ça. On peut plus. On est en 2025. Ouais, c'est ouf. Moi, je fais l'ancien alors que j'ai jamais connu d'autre époque. Ouais, t'es un Gen Z, toi. Tu sais qu'on peut pas dire ça. Moi, je pouvais. Je peux plus. Ouais, c'est de la séduction. Il faut arriver à ce que et se projeter aussi quand ton produit est encore en phase de construction. Donc, on en discutait avec ma startup manager. Peut-être que je l'amène pas bien, le fait que je suis encore en phase de construction, parce que moi je le présente en toute transparence parce que c'est qui je suis. Donc je dis que le projet, je veux que ça soit une co-construction. Je veux pas arriver avec un SaaS fini. Je veux pas arriver avec un J et dire J c'est ça, tu prends pas quoi. Moi je dis J c'est pas pour moi. Moi je l'utilise même pas d'ailleurs aujourd'hui. Mais encore une fois, alors on en reparle de la cible, parce que tu es beaucoup en contact avec des grosses boîtes. Les grosses boîtes elles ont pas envie de co-construire avec toi. Tu serais étonné. C'est vrai? Ouais, tu serais étonné. C'est parce que juste. Les grosses boîtes elles ont le budget et tout, elles ont pas de temps à perdre, elles veulent un truc qui marche direct. Alors elles ont le budget mais elles ont pas les compétences. Et tu serais étonné qu'il y ait des grosses boîtes qui prennent des POC, payent pas tout le temps. Là, j'entends beaucoup de POC qui sont pas payés, mais ils sont intéressés parce qu'ils ont des problèmes à multiplier par
100, 1000. Bon, dans mon cas, c'est pas autant. Mais c'est vrai, on en a discuté, hein, je t'ai dit, moi c'est vraiment de l'opportunisme, ces grosses boîtes qui sont là dans ma pipe parce que ça n'a jamais été ma cible, c'est trop long, c'est trop compliqué, t'as des strates, tu fais un premier call, puis un deuxième, puis un troisième, t'es sur des cycles de vente en moyenne de 18 mois. Dans 18 mois, si j'ai pas vendu, je suis mort, donc c'est pas possible, mais mine de rien, il y en a en tout cas, j'en ai 2 en tête et il y en a une où ils sont quand même intéressés de co-construire. Ok. On verra où ça va mener, si je vais passer les autres strates, je dis pas, mais il y en a encore d'autres. C'est plus compliqué, ouais. J'aimais bien la discussion qu'on avait entamée sur se mentir sur des clients quand on a 0 et se fake it till you make it, entre guillemets. J'aime pas trop le dire comme ça. Je pense que c'est surtout, je sais pas, avoir confiance en sa capacité à délivrer aussi bien que tes 0 ou 5 clients, par exemple. Je le reformulerai un peu autrement. Mais pourquoi tu te sens pas à l'aise à le faire? Et moi, je me sens tout à fait à l'aise. Quand j'avais 0 client chez VoxNow, j'ai jamais dit à un avocat, j'ai pas de client. Je pense que je sais pas, je me dis qu'en fait ça a aucune importance sur mon produit de savoir si j'ai des clients ou quoi, à mes yeux en fait. Et après, il demande c'est quoi les références, c'est qui les clients? Ah désolé, NDA, je peux pas dire. Mais tu sais que ça nous est arrivé, hein, et j'y ai repensé hier en me disant mais lui, ce fournisseur-là, on lui a demandé 2-3 fois, donc c'était en tech, on lui a demandé 2-3 fois ses références, il les a jamais données. Et on a quand même bossé avec lui parce qu'il nous avait convaincus sur autre chose. Et hier, j'y ai repensé en me disant, ouais, il y a peut-être moyen que je nie comme ça et tout. Mais non, je sais pas, j'ai été naturel ce matin et je me suis dit, elle m'a posé la question, et je me suis dit, c'est pas quelque chose qui est... j'ai le mot anglais, zut, mais je crois que c'est la même chose en français. C'est pas quelque chose qui est relevant, relevant, tu vois, qui est important. Pertinent. Ouais, pertinent dans la discussion. Voilà moi, et donc moi je présentais, voilà moi les stades d'évolution que j'ai de Jay, mais comme toutes les boîtes travaillent différemment, on met des étapes et entre les étapes on va rediscuter entre nous et on va avancer comme ça pour que le produit vous convienne à vous. Ouais. En gros, je suis quasiment en train de vendre du sur-mesure en fait. Hein. Ce qui est bien et pas bien, mais bon, on est quand même dans une ère plus sur mesure que le gros SaaS. Pourquoi ça bloque quelqu'un qui a pas de client? Bon, c'est la confiance. Hein. Tu te dis, pas de client, c'est que personne. C'est comme quand tu passes dans la rue, il y a 2 restos, il y en a un qui est vide et un qui a du monde. Et tu vas à celui qui a du monde. Hein. Même si tu dois faire la queue 45 minutes. Et puis en fait, et après, on est tous différents. Il y a cette courbe, là, je sais pas comment elle s'appelle, avec les early adopters. Courbe de l'innovation. Ouais, voilà. Donc, tu as ces gens qui vont toujours vouloir voir ces innos et qui vont adorer ça. Et ça, c'est vraiment des grosses boîtes. Je continue à te. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu sais que j'ai dit juste avant que ces grosses boîtes sont là par opportunisme. Hein. Ouais. C'est des opportunités, c'est des gens qui ont forcé pour avoir les calls. Hein. Enfin, forcé, on s'entend, quoi. Ou des entremetteurs ou des choses comme ça. Mais moi j'avais dit, je veux pas... c'est déjà un peu trop gros. Il y en a une de 2, ça va. Elle est encore dans mon scope, parce qu'ils sont une vingtaine de commerciaux, donc j'avais dit c'est la limite. Dans la boîte, ils sont 250, eux, donc après, c'est beaucoup. Je retire quand même un peu ce que j'ai dit, je pense, parce qu'il peut y avoir des CEO un peu geeks qui ont envie de tester de nouveaux trucs, même s'ils ont des grosses boîtes. Donc je pense pas que ce soit... Enfin, j'ai dit, les grosses boîtes sont rarement les early adopters, en fait, je retire quand même un peu ce que j'ai dit. Ce qu'il y a, c'est qu'elles sont vraiment fort sollicitées. Ouais. Bon, les boîtes que je vis sont pas énormes. Hein. C'est des boîtes, il y en a une, elle a 250 personnes. Il y en a une autre, elle est... je sais même pas, mais ils doivent être en milliers. Il y en a une autre, ils sont en milliers, ça je sais. Donc ça, c'est juste pour les 3 boîtes, mais il y en a une des 3, je savais pas qu'il était dans une aussi grosse boîte. Et les 2 autres, c'est vraiment opportunité, quoi. Donc tu craches pas sur les opportunités, tu dis tant si tu closes un gros nom, c'est un gros nom, hein. À côté de ça, tu vois ici, comme on est à Lille, il y a l'AFM, donc l'association Famille Mullier, donc qui ont Decathlon, Auchan, Leroy Merlin, toutes ces boîtes. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer le DSI, donc le responsable IT de Leroy Merlin. Et lui, eux, ils sont sollicités quotidiennement, quoi. Donc, et parce que ces sociétés ont maintenant ce truc. Il faut savoir qu'ils sont co-actionnaires de Eurotech, donc ils sont vraiment beaucoup plus proches qu'avant apparemment que des startups, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire entre eux. Mais lui il le dit, donc on est vraiment hyper intéressé parce que les gens pourraient nous apporter, mais c'est hyper long et il va falloir se démarquer parce que c'est quasiment tous les jours où on a des gens qui veulent nous présenter leurs solutions. Donc c'est pas qu'on veut pas t'écouter, c'est qu'à un moment on a autre chose à faire que de t'écouter. Et là c'est vraiment des grosses boîtes, hein. Leroy Merlin c'est 80 000 personnes, c'est autre chose, ça je vais même pas. Alors qu'en fait j'ai des contacts avec j'ai rencontré un CEO du groupe, non 2 CEO du groupe, et
j'en suis resté là, quoi. De toute façon, là, c'est comme tu as dit, une période où tu essayes différentes choses encore et tu verras là où ça prend en premier. Mais en tout cas, j'admire quand même ta persévérance jusqu'ici, quoi. D'à chaque fois continuer. Voilà, là, tu as eu 2 meetings qui sont mal passés récemment en plus, mais de continuer. Non, il y en a qu'un qui s'est mal passé. Pardon, je sais pas où j'ai Non, parce que j'en parlais de 2 parce que j'en avais un autre en tête, on parlait de grosses boîtes. Mais celui-là, c'est assez bien passé d'ailleurs. Il a mal commencé. Et puis j'ai réussi, et ça j'étais assez content de moi, j'ai réussi à aller les rechercher et il a bien fini celui-là. Non, c'est juste celui de ce matin qui s'est pas ultra bien passé. Et c'est ok. Et parfois, ce que je disais avec les autres ce matin, je dis parfois on a des bonnes surprises. Hein. Moi j'ai déjà mis des deals à la poubelle en disant ça c'est dead. Et après il te rappelle. Et après il te rappelle, il te close et t'es là, tu fais bon, poubelle, win. Donc maintenant je mets plus rien à la poubelle, j'attends qu'on me dise c'est mort pour le foutre à la poubelle. Ouais, clairement. En fait il faut pas. C'est une loi de. Il faut pas supputer. Ça tombe, moi je trouve que le call s'est mal passé parce qu'ils étaient assez non expressifs. Mais comme il y avait un employé dans le call, peut-être que. Il l'était pas parce qu'il y avait l'employé, ou peut-être qu'en fait ils sont encore en train de réfléchir eux. Voilà quoi. Non, clairement, mais après quand t'as plusieurs meetings comme ça de suite, c'est peut-être là où t'as peut-être des moments durs qui viennent ou des moments de doute, et c'est justement ton expérience et ta persévérance et ta personnalité qui viennent vraiment jouer principalement à ce moment-là, parce que c'est démotivant quand même qu'on se le dise quand même, quand plusieurs fois de suite, 5 fois de suite, un meeting où les gens sont en mode je comprends pas ce que ça fait ton truc, ok, c'est pas intéressant. En tout cas, ce qui est parfois démotivant, c'est quand les directeurs commerciaux, du coup c'est commerciaux, directeurs commerciaux, toi qui tu te comprends pas. Il te dit son problème, tu lui dis ok, c'est ce qu'on résout, on fait ça, et il revient 5 minutes après, il le réexplique, par exemple, tu vois. Et donc tu dis bon, j'arrive pas à lui expliquer, on n'arrive pas à s'entendre. C'est pour ça déjà tu fais un shift dans ton pitch quand tu parles plus de data que de faire gagner du temps à des sales par exemple. Donc tu affines déjà ta proposition de valeur pour te faire comprendre à ton prospect, quoi. Ouais. Là je vais te challenger cet été et je vais encore le changer. Voilà. J'ai même des calls qui sont prévus semaine pro, je crois, ou dans 2 semaines, je sais plus, avec des gens que j'ai rencontrés avant d'avoir mon MVP. Hein. Et qui m'ont dit c'est pas en gros on est intéressé, c'est remets-moi un call quand t'as un MVP, que t'as quelque chose à me montrer, t'as une démo à me faire, et puis bon, ça il y a le temps de se caler les rendez-vous, les agendas de chacun, et là il y en a 1 ou 2 qui se mettent maintenant, donc on va voir l'évolution, on va voir ce qu'ils vont dire, et certains sont beaucoup plus curieux. Comment tes rendez-vous, tu vas aller chercher où? Quel rendez-vous? Ces rendez-vous là, eux c'est des gens que j'ai rencontrés en présentation. Donc en fait, est-ce que je peux le dire? Oui. C'est la CIC qui est Nord-Ouest, quoi. CIC qui organise des présentations de start-up IA auprès de leurs clients. Et donc pendant ces présentations, tu pitches en gros J. Et t'as toujours au moins 1 ou 2 patrons qui viennent et qui sont intéressés, etc. Et voilà. Okay. Dans les 2 cas, c'est pas le patron qui s'en occupait malheureusement, parce que les 2 que j'ai en tête là étaient beaucoup trop excités. Il y en a un, il m'a alpagué, il m'a attrapé le bras, il m'a dit c'est trop bien ce que tu fais, on a essayé de le faire, on n'a pas réussi, il me faut ça, machin et tout. Voilà mes coordonnées, le gars, j'ai pas pu en placer une. Typiquement quand on te dit écoute le client, là je me suis tu, je l'ai regardé, j'ai dit hein, et toi, et tu utilises quel logiciel? Ça, ok, c'est bon, j'ai ma réponse. Et donc il m'envoie ses coordonnées, il me dit appelle, je vais te mettre en contact avec mon directeur commercial, et puis je le contacte, il me dit mais en fait je me suis pété, ça c'est vraiment con, hein, je me suis pété la clavicule, donc j'ai dû arrêter de travailler, et maintenant je reprends mais très lentement parce que je sais plus utiliser mon bras, donc laisse-moi un peu de temps. Donc je lui ai laissé 1 mois, tu vois, parce que je suis pas non plus pressé. Et tu te dis, t'as une partie de toi qui dit est-ce que c'est une excuse? Et puis tu te dis quand même c'est assez précis de se péter une clavicule. Envoie-moi ta clavicule. Ouais, je te crois pas. Ta radio. Mais je crois pas que c'est une excuse parce que du coup je l'ai relancé et il m'a dit ouais ça va mieux. D'ailleurs il a mis son directeur en copie. Il a dit voilà il est prévenu, appelle-le. Et le lendemain j'ai appelé son directeur commercial et on s'est mis un rendez-vous. Du coup semaine prochaine ou la semaine qui suit, je sais plus quand c'est, mais. Ça, à partir de networking. Tu fais beaucoup de networking, ouais. Je fais beaucoup de networking, c'est volontaire, parce que j'aime bien qu'on rencontre les gens, discuter. Tu vois, comme hier encore, je disais que j'y étais, j'ai encore eu des leads, encore sur une grosse boîte. Mais au-delà d'un point de vue business, je pense que t'aimes beaucoup ça, personnellement. J'aime bien l'humain, très humain, ouais. Ouais, j'aime beaucoup plus. Là, il faut que je me force vraiment à aller chercher de manière digitale
des leads, ça c'est plus compliqué. Déjà, c'est quelque chose que j'aime pas. C'est vraiment la partie de vente, j'aime pas du tout. Je crois qu'il faut pas se le cacher, mais il faut sortir de sa zone de confort, c'est comme ça que je vais réussir. Mais je pense que c'est la plus efficace parce que... Enfin, je sais que c'est très efficace networking, mais pour moi, c'est la plus efficace parce que tu peux vraiment démultiplier tout ce que tu fais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que j'aime bien dans le networking, c'est que parfois j'ai des conversations avec... Enfin, même souvent, j'ai des conversations l'air de rien, et les gens me disent beaucoup de choses. Oui, non, le qualitatif... C'est clair qu'il a clairement sa place dans des événements networking et pas dans une discussion LinkedIn. Mais par contre, du quantitatif, une fois que tu as clairement une niche avec un produit et un channel, c'est super utile. Ouais. Donc, next step, c'est ça? Ah ouais, semaine prochaine, parce que là, j'aurai pas le temps cette semaine. Donc, semaine prochaine, depuis le Maroc, je vais commencer à faire ça. Hein. Une autre discussion qu'on a eue il y a 1 an, et je me demande si ça a évolué dans ta tête, c'est ce multi-projet ou monoprojet. On avait ce débat dans le premier épisode. T'es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, donc tu organises les apéros du château, un festival en 6 éditions au château de Senef. Prochaine édition le 10 juillet, ce jeudi là. 3e édition là. Plus tu travailles 1 fois par semaine dans une ASBL. Bon là je crois que c'est en pause maintenant. Non, je suis encore là. Continue, voilà. Jusque fin août. Une ASBL pour les enfants. Ils organisent des tournois de foot principalement, mais plein d'autres choses. Ils organisent beaucoup de choses. Un tournoi de foot, c'est juste une manière de lever le fonds. Ça représente 1/10 du chiffre de la boîte, pour te dire. Voilà. Ça fait quand même plusieurs trucs sur la table. Est-ce que ta réflexion vis-à-vis de ça a évolué? Pourquoi? Parce que c'est quand même par choix que tu es dans différentes choses. C'est par choix que tu as lancé les apéros du château. C'est par choix que tu fais différentes choses en même temps. Pourquoi? Est-ce que c'est un besoin que tu as? Est-ce que tu vois des synergies? Tu as besoin de passer d'un projet à l'autre pour pas du tout. Pour moi, c'est le cas. Hein, mais... Ouais, moi, pas du tout. Je reste persuadé qu'il faut être sur 1 ou 2 projets. Et pourquoi tu le fais pas? Un projet? Parce que Jay paye pas. Ok. C'est aussi simple que ça. Fin de la conversation. Fin de la conversation. La sauce, ça va se terminer, en tout cas payant, ça va se terminer en août, fin août. On va voir comment je vais continuer, je pense bénévole ou quelque chose comme ça, parce que vraiment, j'adore. Puis ça garde un peu mon côté humain et de se rappeler qu'il n'y a pas que gagner de l'argent qui compte dans la vie. Il y a quand même des gens qui ont plus de difficultés. Vu en plus ce qui s'est passé cette année au Congo, c'est vraiment dur. Il y a une période dure. Bref. Il faut lire le livre Respire que tu m'as conseillé. Oui, je vois pas le rapport, mais lisez le livre Respire. Parce que tu m'as dit dans la vie, il n'y a pas que d'argent. Et je crois que le personnage principal du livre, c'est un gars dans la finance. Ah oui, t'as raison. Okay. Ouais, j'ai oublié ce perso. Oui, qui a mis sa carrière avant tout et qui, pas le regrette, mais qui se rend compte qu'il aurait pu faire autre chose. Et il va mourir dans 3 mois, et c'est ça. J'ai pas lu le livre, j'ai lu la plaquette derrière, faut que je lise. Lis le livre. Okay. Lis le livre, je dirais rien. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Ouais, mais c'est un bon livre, tu verras. Et les apéros, en fait, parce que honnêtement, c'est un moyen de gagner de l'argent facilement, de ce que m'a dit. En fait, c'est un ami à moi qui m'en a parlé il y a 1 an, qui en organise et a toujours organisé des événements. C'est un ancien employé d'ailleurs. Et il m'a dit mais fais ça et tout. J'ai introduit un dossier auprès de ma commune, de ma mairie, beaucoup de Français. J'ai reçu, parce qu'on est 2, on a reçu une subvention. Et donc ça c'était cool, c'était un signal positif. C'est tiens la commune, mais qui nous l'avait déjà dit. Hein. Il avait dit nous on veut vraiment que vous le fassiez et tout. On avait laissé tomber le projet et donc ils reviennent avec ça. Et puis il y a eu un article dans le journal régional, je crois, et il a été partagé 1000 fois. Alors pour nous c'est beaucoup. Et c'est là où j'ai compris en fait. Je me suis dit non, il y a trop d'engouement. Il y a un truc à faire. La preuve, je pensais que ça allait prendre moins de temps. Et forcément, lui, ça lui prend pas beaucoup de temps parce qu'il a l'habitude. Nous, le premier, ça a été 1 mois quasiment de travail non-stop. Tu vois. C'est beaucoup de travail. Explique peut-être un peu le contexte là, qu'on en parle. Donc, on organise des apéros. Donc, c'est vraiment un after-work gratuit, avec familial. 2-3 000 personnes. J'allais en venir à la fin pour tomber sur un truc genre le waouh de la fin. Tu vois. Mais je me suis dit, Alex, humble comme il est, il va même pas le dire. Non, j'allais le dire parce que je le dis quand même. Donc c'est des apéros familial, donc c'est familial, convivial, bon enfant, c'est gratuit de 17h à minuit. Il y a des food trucks, ça on les gère pas. Nous on gère que le bar et on gagne notre vie sur le bar. C'est dans un château, c'est le château qu'il y a dans mon village. Donc on a un petit village de 11 000 habitants. Ah,
Ouais, moi mais 1 an, j'ai emménagé à Senef, puis je suis parti quand j'étais jeune adulte, et là, je viens de revenir il y a 1 an et demi. Donc, on a un magnifique château style français qui est d'ailleurs toujours pas assez exploité à notre goût, parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Et donc, on a la chance de faire des apéros là-dedans. Donc, on a 2000 personnes. Le cadre est juste fabuleux. Il est vraiment fabuleux. Et donc, première édition, 2000 personnes. Deuxième édition, un petit peu moins, ou à peu près pareil en tout cas. Donc, à peu près 2000. La troisième, on verra vu que c'est les vacances. 5000. Ah non, parce que 5000, ça serait un problème. 5000 sera peut-être pour la dernière. Il faut anticiper quand même d'avoir du monde. Il va faire beau jeudi ou pas? Jeudi, ouais. Hein, c'est trop chouette parce qu'il pleut. Et il n'a pas plu aujourd'hui, mais normalement il devait pleuvoir aujourd'hui. Demain c'était un peu entre les deux, et jeudi il fait 25 degrés, donc parfait, parce que s'il pleut on annule. Bah ouais. Et donc tout ça c'est une organisation, c'est top de faire ça. Ça t'a ralenti dans Jay? Ah ouais, de fou, ça m'a ralenti, de fou, parce que ça prend vraiment beaucoup. Enfin, le démarrage a pris beaucoup de temps. Maintenant on travaille beaucoup moins dessus. Mais ce qui est top, c'est de gérer des équipes et vraiment un projet qui a vraiment de l'ampleur, quoi. On était à un moment au premier, je m'en souviens que j'avais calculé qu'on était une quarantaine de personnes dans l'organisation. Non, bravo aussi pour ça. Ouais. On était un peu moins au dernier parce qu'on avait quelques absents, et là on va revenir à une bonne quarantaine. Et donc ça te réapprend à manager des équipes, parce que là t'es tout seul et ça fait bizarre. Et puis en fait les gens sont tellement heureux au-delà du chiffre, hein. Là on fait très peu de bénéfices pour le moment, c'est les premiers, donc il y a encore des choses à fixer. Au-delà de ça, les gens au premier événement, les gens m'attrapaient, me remerciaient, et des gens allaient voir il y avait mon frère qui était là, mon grand frère, on se ressemble assez fort, et des gens allaient le remercier lui. Et puis s'excuser en disant, ils ont appelé ton père le soir. Merci pour l'événement. Merci et tout. Non mais c'est vrai, la maire, donc on est en France, la bourgmestre, a fait un post le lendemain en nous remerciant, en nous félicitant. Toute la commune et tout le village maintenant attend l'événement. Mais ça, nous on le sait parce que des gens nous le disent en fait. Ouais. Ils disent, vous savez, ça en parle un peu partout, machin et tout. Et alors on a réussi, donc forcément vu qu'on est que 11 000 dans notre village, on a réussi à rassembler des gens de beaucoup plus loin. Alors je sais pas la distance, pour les Belges ils vont comprendre, on a eu des gens de Wavre, de Mons, de Charleroi, donc Wavre étant le plus loin, de Waterloo. Moi je vais faire 30 minutes de voiture. De Braine-l'Alleud. Tu viens de tourner à peu près. Ouais, donc tu viendrais la personne la plus loin. Et il y a Yacine qui va venir de Paris pour toi. Ouais, c'est fou, on dit international. Non mais voilà, mais donc on a eu des gens d'un peu plus loin parce que l'événement plaît, parce que le cadre est pas habituel. Et au deuxième événement, on l'a encore amélioré. Donc les gens nous ont remercié encore de l'avoir amélioré. Et alors là, j'ai fait typiquement un truc qu'on fait dans les boîtes, c'est que après le premier événement, le lendemain, j'ai fait un post avec un formulaire, un form online. Et j'ai dit, voilà, donnez-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, les feedbacks, vraiment neutre, il n'y a pas de nom et prénom. Et on a eu, je crois, une soixantaine, on va rester sur soixantaine de personnes, peut-être 70, je sais plus. Et ça vous a servi à affiner l'événement? Ah ouais, mais en fait, j'ai lu les 2 premiers, je savais que tout ce que je devais changer, et tous les autres, c'était à peu près tous pareil. Parfois, on nous demande des choses qu'en fait, c'est pas possible, parce que quand on est dans un château comme ça, on est contraint, on a beaucoup de contraintes. Mais on a changé tout ce qu'ils nous ont demandé qui était possible de changer. Et ça, ils nous l'ont dit après. Ils nous ont dit, vous avez trop amélioré l'événement, il est bien mieux. Et 2, merci d'avoir écouté, parce qu'on voit vraiment que vous avez écouté ce qu'on vous a dit, quoi. Je dis, oui, le post, c'était, c'est pas notre événement, c'est votre événement. Nous, on n'en profite pas beaucoup au final. Quand c'est des entrepreneurs qui organisent, ça fait la diff. Ouais. Et là aussi, tu dis, c'est parce que c'est l'événementiel, je vais pas le faire, je suis trop vieux, mais tu dis, là aussi, tu commences un projet et tu fais tout de suite au premier événement 2000 personnes. Il y a des gens qui ont des apéros depuis quelques années et qui nous ont regardé avec des grands yeux, ils ont fait, ah ouais, quand même. Donc, tu dis, t'as un truc, quoi. Comment ça se fait? Parce que t'as un réseau de fous. Je pense que c'est une combinaison de plusieurs choses. Je pense que, le lieu, c'est ce qui s'y fait beaucoup. Hein. On le paye cher. On paye un petit prix, mais ça fait vraiment beaucoup. On est dans une zone où il n'y a pas... Enfin, maintenant, il y a beaucoup d'apéros qui se créent un peu partout, mais on est dans une zone où il n'y en a pas forcément, en fait. Et donc, les gens attendaient quelque chose dans la région. Ils attendaient un événement. Et puis, je pense qu'on a fait une bonne promotion aussi. Mais il y a vraiment eu un engouement. Sur le premier événement sur Facebook, on a eu 6400 personnes qui étaient intéressées. Moi, j'ai arrêté les pubs. Tu faisais des tutos de comment pouvoir inviter tous ses amis à l'événement, je crois. Ah oui, parce qu'il fallait faire du marketing, il fallait que ça fonctionne. Je l'ai plus fait après, tu vois.
Le premier événement, ouais, il devait. On savait pas combien on allait avoir, mais on savait qu'on devait être au-dessus des 1000 pour être rentable. Au final, c'est un peu plus que ça d'ailleurs. Et c'est vraiment tellement l'inconnu qu'il vaut mieux un peu plus de gens. À un moment, je paniquais quand même. Je me dis, si on est à 2005, 3000, c'est un peu la merde parce qu'on ne sera pas géré autant de monde. Donc au final, on est très bien comme ça. Et... avoir la 3e, la 4e, la 5e, la 6e. Ouais. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de toujours vouloir grandir. Et bien là, maintenant, j'y pense quand on en parle. Les apéros, j'ai pas envie de grandir plus que ça. Je veux faire un événement marquant ici pour fermer la saison. Mais si demain il y a 3000 personnes, je les prendrai, mais c'est pas l'ambition, et je le dis tout le temps d'ailleurs. Parce que c'est pas ton projet principal, là, peut-être. Oui, c'est très bien comme ça, vraiment. Ouais. Je dis, on travaille pas sur le nombre de personnes, on travaille sur le panier moyen. Ouais. Faire en sorte que les gens ils dépensent un peu plus de sous. Et ça, tu m'avais dit, c'est mettre le bar plus proche de certains endroits. On a mis plein de trucs en place. Ouais. On a déplacé une activité pour enfants. On a pu, avec l'accord du château, on a pu la déplacer, la mettre dans la cour. Avant, elle était dans les jardins devant, donc elle était à... Je pense que les gens qui étaient avec leurs enfants, ils devaient être à facile 200 mètres du bar. Donc c'est trop loin. Les food trucks, il n'y en avait pas assez, donc il y avait une longue file. Donc ils buvaient pas. Qu'est-ce qu'on a fait après ? On a augmenté légèrement le prix de la bière. C'est quelqu'un qui m'a fait un retour, qui m'a dit 2,50 c'est quand même pas cher, même en Belgique, Alex, mais là à 3. Alors, en mettant à 3, les gens ils vont hésiter entre une bière 3 €, un cocktail 9 €, et c'est ce qui s'est passé. On a vendu plus de cocktails alors. On a vendu beaucoup plus de cocktails et d'alcool, et pour te dire, on a vendu 1000 bières en moins. Okay. Pourtant, on a le même chiffre d'affaires, donc on a vendu beaucoup plus d'alcool, on a beaucoup plus de marge. Ouais. Donc ça c'est des choses qu'on a réussi, qu'on est très content, par exemple. Pour éviter de faire 2h40 aujourd'hui, ouais. Je te fais 2 questions finales. Mm-hmm. La première, c'est comment on en a déjà parlé, hein, mais voilà, cette période un peu pour Jay, un peu lente entre guillemets, où il n'y a pas forcément trop d'animation, de choses qui bougent. Comment on peut gérer ça ? Comment tu gères ça ? Comment on peut gérer ça ? Voilà, parce que au début, c'est souvent très motivé, mais si après quelques mois, il n'y a pas un truc qui prend, c'est plus dur de continuer. Comment toi, tu arrives à gérer ça ? Et comment on peut faire en sorte que dans ces moments-là, on continue, et c'est parti. Et la dernière, c'est un peu une classique sur... je finis tous mes podcasts comme ça, c'est tes meilleurs conseils pour entreprendre, quoi. Ok. La première, en fait, je suis tellement, je suis confiant au produit. Je me dis qu'il y a vraiment une demande. Tu vois, je suis vraiment confiant. Je suis pas amoureux de mon produit. S'il doit changer, il changera. Mais je ressens bien. En fait, c'est ça. C'est vraiment, je suis confiant. Je ressens bien le problème chez les commerciaux. Il faut juste que j'arrive à faire en sorte que la boîte le paye pour les commerciaux. Ou que je change ma cible et que comment on en parlait, toi, que j'aille chez des commerciaux peut-être plus indépendants, des choses comme ça. Et à chaque call, je prends le temps d'analyser vraiment, de me poser, d'analyser ce qui s'est dit, de comprendre les sous-entendus, les machins, que ce soit même positif, positif, négatif. Mes calls sont la plupart positifs, quand même. Et du coup, comme on dit, d'itérer et d'un peu se repositionner et un peu changer. Là par exemple à un moment j'avais dit tous les gens qui sont solo ou à deux, je veux pas parce que c'est trop de temps, c'est pas intéressant. Là je me dis en fait maintenant je vais retourner vers eux, je vais les prendre. Si un gars il est prêt à payer 59 €, si lui est prêt à payer, il y en a d'autres qui vont payer. Et 59 € c'est le début de quelque chose, tu vois. Là j'aurais pu dire les 3 premiers clients c'est le plus dur. Voilà. Et donc là je vais rechanger ça. Et en fait tu changes un tout petit peu à chaque fois pour y arriver. Donc à un moment tu vas y arriver. Après je dis pas encore une fois, il y a tout un délai. On arrive dans les vacances, donc c'est aussi une inconnue, les vacances, c'est qui tout double souvent. C'est dur parfois de savoir si on se rapproche ou pas. Et c'est dur de sortir de ses émotions aussi. On en avait parlé un jour avec toi, on avait parlé de l'instinct. Il faut pas lui faire confiance aveuglément, mais là moi mon instinct il me dit... Tu m'as dit qu'au fur et à mesure de ta vie tu te fais beaucoup plus confiance. Ouais. Et là il me le dit, encore une fois pas aveuglément, mais il me le dit qu'il faut continuer, il faut juste un peu recalibrer, ça va prendre. Et puis à un moment tu trouves la formule et puis pouf, t'es parti. Donc voilà. Donc là pour le moment je suis pas inquiet, peut-être qu'en septembre je serai inquiet. Okay. Mais encore une fois les vacances c'est qui tout double. Ça va dépendre de moi et il faut que je fasse beaucoup plus de quantitatif aussi. C'est volontairement que j'en ai pas fait aujourd'hui parce que je voulais vraiment prendre le temps d'onboarder vraiment le client. Je pensais que ça allait suffire. Donc c'est à moi à blâmer.
Donc je vis ça assez bien, si c'était ça la question. C'est juste de la patience, un peu de patience. Et se remettre bien. Et des conseils pour entreprendre. Allez. Bah, surtout, bien s'entourer. C'est le meilleur conseil. Comment ça... Enfin, c'est lié à ton networking. Ça fait quoi d'avoir un réseau assez conséquent, de networker autant ça... Tu trouves que j'ai un réseau conséquent? C'est marrant, moi je le trouve pas. Bah, je pense, ouais. T'es la deuxième personne à me En fait, dire. je dis ça parce que je me dis que ça fait 13 ans que tu es dans l'entrepreneuriat. Tous les jours, franchement, depuis que je te connais, depuis 1 an, j'ai l'impression que tous les semaines, tu fais des events. Non, t'es dans un j'ai pas fait ça incubateur. pendant 13 ans. Ok. Je Oui, détestais au le moins networking. pendant 1 an, plus là, tu es dans un incubateur. Enfin, je pense que tu as quand même un bon réseau. Et quand je parle de toi, on te connaît. Ah ouais? Ouais. Cool. Ouais, je pense que là j'ai un bon réseau parce que depuis J, j'ai aussi changé un peu mon mindset. Je suis beaucoup plus. Je sors un peu je suis introverti moi comme personne à la base. C'est pour ça que je suis pas à sauter de joie là. Et je sors un peu. Tu t'es amélioré. Ah, cool. T'as l'air assez heureux. Ouais. Bah, par exemple, quand je suis ici généralement du mardi au jeudi. Quand je suis ici, je donne beaucoup de ma personne. Je vais parler aux gens, je vais au networking. C'est fatigant pour toi? Ouais, de ouf. Le jeudi soir, t'es en mode je parle plus à personne. Le jeudi soir, quand je rentre, je suis crevé. Je rentre, je dors. Le vendredi, j'ai du mal à travailler le vendredi. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre qu'en fait, c'est tellement je donne de l'énergie pour être, comme je dis, une version améliorée de moi-même. C'était quoi ta question du coup? Le réseau, ça te fait profiter comment? C'est quoi l'impact que ça a sur toi et ton business? Bah encore, je crois qu'on en revient, c'est l'humain, c'est que j'aime bien discuter avec les gens, savoir où ils en sont dans leur projet, où ils en sont dans leur vie. Ça te nourrit, ça te motive aussi. C'est peut-être pour ça aussi que les périodes difficiles sont pas trop difficiles à vivre pour toi. Non, j'aide beaucoup de gens aussi, ça je me rends compte, j'aime beaucoup ça et je les aide d'ailleurs gratuitement. Ça c'est peut-être une erreur de ma part, mais moi ça m'est égal en fait. Je préfère passer 1 heure avec quelqu'un qui réussisse et que on soit tous les deux contents. Mais ouais, pouvoir échanger avec des gens que t'as plus vus après quelques mois, tiens, toi t'en es où? Et puis toi ça va, et puis machin, et c'est trop bien. Et en fait, quand t'es comme ça, les gens ils t'aiment bien aussi. Et à un moment, j'ai cru que c'était parce que j'étais ici en France. En France, c'est fou comme tout le monde me kiffe. Dès qu'ils comprennent que je suis belge, paf, d'un coup, t'as le truc de belge et donc t'es trop cool. Peut-être que ton audimat. Comment est-ce qu'on dit maintenant? Le mot m'échappe. Les gens qui écoutent l'audience. Les auditeurs. Les auditeurs vont peut-être confirmer. Moi, je sais plus ce que j'ai dit, peu importe. Ça arrive à tout le monde. C'est enregistré, parfait. Non, mais je me rends compte que les gens. On peut pas être aimé par tout le monde, mais je me rends compte que j'ai un contact assez facile avec les gens et que les gens m'apprécient. Et s'intéressent aussi. Ils sont capables de revenir des mois après et me dire t'en es où maintenant? Et machin. Et toi qui sont curieux. Parce que en fait, toi, quand tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses réellement aux gens et donc ils s'intéressent à toi. Je t'ai rencontré, je t'ai parlé 15 minutes, je t'ai dit on va faire un podcast. Ouais, je voulais pas. Pourquoi? Parce que je sentais pas légitime de faire un podcast. Je t'avais dit, j'ai rien à dire. 2h40. Ouais. Ah bah tu vois, ce soir-là, je t'ai rencontré toi et j'ai rencontré Aurore. Ouais. Si tu te souviens. Ouais. De Fairly Good. Ouais, et qui n'a pas pendant des mois osé de me recontacter. Elle m'a dit je vais te recontacter. Enfin, elle m'a demandé si elle pouvait me recontacter pour que je lui donne des conseils, vu qu'elle lance une boîte qui ressemble à une coup. Et moi, je l'ai laissé faire. Je lui ai dit elle va revenir un jour. Et en fait, elle m'a dit après, quand elle est revenue, elle m'a dit en fait, j'ai pas osé. Et elle me dit c'est fou comme aujourd'hui t'es ouvert, t'es libre et tout. Et parfois je la relance, là je le fais moi, et parfois je la relancais, je fais bon allez t'en es où, machin et tout, un peu, pas du mentorat parce que c'est un peu trop loin, mais tu vois un peu pour l'aider, la challenger, ou l'encourager quoi. Ouais, quand elle a un peu du mal. T'aimes donner? Ouais, à des gens qui en valent la peine. Si je vois que t'es un gros connard, désolé pour le mot, t'auras rien de ma part. Mais si t'es si t'es quelqu'un de cool, de sympa ou quoi, ça va être enrichissant. Même parler avec elle, c'est enrichissant. Parler avec chaque personne, c'est un contact, ça t'enrichit, ça te fait grandir. Et donc, ça c'est cool ça. C'est un truc que j'adore aussi avec toi, c'est beaucoup dans la croissance. Tu vois, tu parles de Jay, mais sur Jay, voilà, tu as tous ces keynotes, sur rejoindre l'incubateur. Enfin, dans tout ce que tu fais, j'ai l'impression que tu cherches vraiment cet apprentissage, cette croissance. Et c'est vraiment une grosse qualité d'entrepreneur. Ouais. C'est peut-être pas Jay qui va faire que je réussisse. Mais c'est peut-être la troisième que tu as appris avec Jay qui va faire. C'est ce que j'ai dit, je sais plus si je te l'avais dit au dernier podcast, j'avais dit ça à ma maman qui était pas très contente que je refasse un projet de zéro. Parce que elle est fonctionnaire, donc tout l'opposé d'un entrepreneur, donc elle comprend pas typiquement pourquoi. Maintenant elle comprend, elle me dit heureusement que t'es pas employé parce que ça t'irait pas. Et je lui avais dit t'inquiète pas, tout ce que je vais apprendre, si ça fonctionne pas, je vais avoir tellement d'opportunités derrière parce que j'aurais appris tellement
que on verra ce qui se passe. Il y aura peut-être une boîte qui va dire, mais en fait, Alex, c'est trop cool, nous on a besoin d'un profil comme toi pour un peu recadrer ou Pourquoi ça scaler tirait pas d'être employé. Je crois qu'elle dit j'ai trop besoin de liberté. C'est marrant parce qu'à l'incubateur ils disent la même chose. Hein. Ils rigolent quand je dis que je voulais être employé. Trop besoin de liberté peut-être ou trop indépendant. Tu vois, j'ai toujours été donc. J'en parlais avec Philippe ouais, je fais beaucoup de parler avec Philippe, mais c'était hier, donc c'est frais dans ma tête. Faudrait qu'on se rencontre quand même un jour avec lui, parce qu'il m'en parle beaucoup. Ouais, quand je te disais les gens te connaissent, c'est que je parlais de toi hier et ils te connaissaient aussi, donc vous devriez vous rencontrer. Faudrait que j'aille à Bruxelles un jour. Bah, Bruxelles, va chez Lexi, ils sont sympas. Mais tu n'utilises pas Lexi, tu peux pas y aller. J'utilise pas Lexi. Mais c'est un super outil. Acheter Lexi. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as pas un code de réduction? Si, j'en ai un. On installe Lexi chez nos clients. Donc, Voilà. Donc le code de réduction en bas de votre écran. Dans la description. Dans la description. Je devrais leur proposer un partenariat d'ailleurs. Bref, je disais... Philippe, il me disait que... tu vois, c'est un entrepreneur. Il a été entrepreneur pendant longtemps avec ses anciennes boîtes. Dans Lexi, voilà, il se sent toujours très entrepreneurial. Il fait de intrapreneur. Entrepreneuriat, ouais, on en parlait hier. Il fait ce qu'il veut. Je pense que, ouais, effectivement, il a toujours des... il discute avec les fondateurs, mais on en parlait hier, il se sent vraiment très entrepreneur, toujours dans Lexi. T'avais dit que c'était fini, mais là, c'est pour rebondir sur ce que t'as dit, c'est ouf. C'est que j'ai. De toute façon, il n'y a pas de contrat entre nous. Ah, ok, cool. J'ai rencontré récemment un patron d'une boîte, justement, d'une start-up créée par l'AFM, donc je parlais tout à l'heure, le groupe Decathlon, etc. En fait, il expliquait que dans son parcours, il a toujours été intrapreneur et il était toujours entre les lignes. Il dit parfois j'allais voir mes RH et je disais non mais réécris-moi ma fiche de poste parce qu'elle correspond pas à ce que je fais. Et qu'il dit j'étais un vrai problème mais une vraie plus-value pour la boîte quoi. Il avait quand même des beaux postes à responsabilité. Et puis le startup studio de l'AFM, je crois que je donne pas de secret en disant qu'ils ont ça, parce que je crois que c'est complètement public, est venu le chercher. Et il a dit mais oui c'est normal, en fait j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale et je le faisais à l'intérieur des groupes et maintenant je le fais c'est la start-up, elle lui appartient pas du coup, je sais pas quoi les deals, mais c'est pas lui le propriétaire, mais lui a été CEO et l'a mené de 0 à 20 millions en 5 ans. Ouais. Et c'est un mec top, hein. Il faut arriver à le choper mais quand tu parles avec lui il a beaucoup à apprendre et c'est vrai que ça m'avait interloqué, je m'étais dit tiens il y a quand même des gens. Parce qu'il a un certain âge, il doit avoir dans 40 ou 50 ans, je sais pas trop. Et toute sa carrière, il s'est senti un peu entre les lignes. Et lui, il le dit en rigolant, quoi. Et il dit, ça faisait chier mes N+1, mais je m'en foutais. Et donc, voilà. Mais je pense que du coup, tu pourrais potentiellement avoir ta place, même en tant qu'entrepreneur dans une boîte, si tu as assez de liberté, assez de place. Ah oui, mais moi, je ferme pas la porte. Enfin, je dis pas qu'aujourd'hui, mais je ferme pas la porte à ce qu'un jour, je sois... et j'en connais plusieurs qui soient intrapreneurs, mais je pense qu'il me faudrait des libertés et être cool et pas avoir quelqu'un au-dessus de mon épaule. Ça, c'est vraiment le truc... D'ailleurs, quand je postulais, je disais ça. Je dis, moi, j'ai pas besoin de quelqu'un au-dessus de mon épaule. C'est normal de faire des comptes rendus, mais... chill, si t'es là tous les jours à me demander comment ça va, je vais te dire écoute c'est gentil mais je vais m'en sortir je pense. Après il faut que ça ait du sens et que ça ait du sens pour moi aussi, il faut que je sente que je crois que c'est ça aussi, je sente que je crée quelque chose pour la boîte. Si c'est simplement faire ton job et tu rentres faire des jobs et juste prendre des calls et puis vendre et puis fermer in fine, maintenant avec le recul je peux le dire, vu que je cherche plus de job, je pense que ça m'aurait fait chier assez vite après un an, mais bon à ce moment là tu te dis je vais sécuriser un salaire quoi. Mais je m'en souviens d'une discussion encore une fois avec un patron où il m'avait dit mais c'est ça le boulot Alex, hein. Tu dois aller vendre et c'est vraiment... Enfin il me le disait sous-entendu c'est nul. Hein. Et je lui ai dit c'est comme ça que t'apprends mais tu vas me faire monter vite. Et puis il a commencé à m'amener et si je fais ça et ça et ça et je fais mais ça c'est bien mais là ça c'est top, je lui dis ça c'est bien parce que je vais créer de la valeur comme ça mais c'était trop tôt pour eux et puis ça s'est pas mis et puis c'est très bien. Comme tu disais en off avant le début, les choses arrivent pour une raison. Ouais, toujours. Toi, tu crois fort à ça, non ? Ouais, j'y crois fort depuis que j'ai lu ce livre Respire. C'est qui l'auteur ? Je sais pas dire son nom de famille, c'est Maud Akanura je crois, quelque chose comme ça. C'est une française qui a fait Kilomètre Zéro. Donc best-seller Kilomètre Zéro. C'est vraiment un livre super, une grosse vente. J'ai pas trop adhéré, d'ailleurs je crois que je l'ai pas fini. Mais Respire, par contre il m'a bien parlé. Et ouais, tout arrive pour une raison. Et quand tu te le dis,
Donc en cas d'échec ou quoi, ben en fait, C'est que ça arrive pour c'est quelque chose. qu'il fallait que ça arrive et puis ça t'a appris quelque chose. C'est quoi ton livre préféré? Ouah, rien à voir. Mon livre préféré? Je suis pas très lecteur d'ailleurs. Ouais, Je tu lis lis pas pas énormément. Ben Respire m'a vraiment, Ouais. vraiment, vraiment touché. Donc, Peut-être bien ça, oui. ok. J'avais bien aimé le livre sur Madoff aussi, c'était marrant. Mais ça Est-ce n'a que rien à voir. t'as un livre en termes de valeur en tant qu'entrepreneur, t'en prendrais un? Je sais pas, moi, je réponds souvent les Lean Startup, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup influencé, ou les trucs de... Bah, le Mom Test déjà, intéressant à lire. Là j'ai commandé le bouquin de Exa, donc Ouais, je l'ai tu m'as dit. précommandé. J'ai espéré l'avoir avant de partir, mais bon, c'est fin juillet, j'avais pas vu. J'étais tellement excité que j'ai même pas lu le truc. Il m'est arrivé avec Respire, je l'ai commandé, et puis je suis parti, et donc c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Ah ouais. Comme Ok. quoi. Comme quoi. Et donc j'attends le bouquin de Exa avec impatience pour voir un peu ce qu'ils disent, parce que Exa quand même, Startup Studio, probablement le meilleur d'Europe. Donc quand même 3 licornes sur 30 startups. C'est pas... C'est pas C'est pas rien, c'est pas normal quoi. Si tu fais une licorne, c'est déjà bien, et là 3, c'est pas mal. Ils ouvrent un truc à Bruxelles, je suis impatient d'aller voir d'ailleurs. Et ouais, et celui-là, ouais, il va. Je suis pas très lecteur business. Ok. En fait, je me rends compte, je suis en train de chercher tous les livres business que j'ai lus. Et j'ai lu Madoff il y a très longtemps, à l'époque Madoff. Ça m'avait T'as fait lu 3 livres dans ta vie? Non, pas 3, mais j'avais lu ça. Pardon. Et ça m'avait fait marrer plus qu'autre chose parce que, en fait, voilà. Moi j'ai regardé la série Netflix. Oui, aussi, c'est les deux. Ouais. Je lis plus des livres de, je sais pas, soit déjà méga fan de Harry Potter, rien à voir, et ou des livres de dev perso, parce qu'au final, t'es un entrepreneur, mais t'es un humain avant tout, donc... Et c'est l'humain qui fait que la boîte avance. Ouais, et puis le managérial, les relations humaines et tout ça, quoi. Entièrement d'accord. Je sais pas on a fait combien, mais je pense qu'on a fait moins longtemps que la dernière fois, on peut être fiers de nous. Ouais, bah tant mieux. Bravo. Je sais que t'avais faim aussi, donc... Ah ouais, Je voulais bah pas regarde, te tuer. c'était tellement chouette, on a peut-être pas fait moins, mais C'est vrai? On a fait 2h40? Non. Non, mais On a fait c'est- 1h40, je pense. bon, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Mais j'avais oublié que j'avais faim. Pour te dire, tellement c'était agréable ce Ah. podcast avec toi, quand Oh même. là là. Si j'arrive à te faire oublier ta faim, c'est que Ouais. ça va. Alors, attends, j'espère que t'as l'adresse du restaurant Couscous par contre. C'est parti. C'est parti pour le couscous. Alex, merci beaucoup. On se refait un épisode dans 13 épisodes. Ah ouais, ça, donc c'est toi qui donne la vitesse, en fait, la cadence, en fonction de Ouais, je ton pense- avancée d'épisode, quoi. Tous les mois, donc dans 13 mois. un an, quoi. Ok. J'ai 1 million quand on va faire le prochain Et épisode. Inch'Allah, je te dis ça. Ah, ça serait Alors là, magnifique. peut-être que je Franchement, serai un peu on plus met un extraverti playback. et que je fasse un truc un peu fun, ouais. Et si j'y suis pas, c'est pas grave, hein. Bah ouais, c'est partie du jeu. Oh, si je suis à 10 000, ça serait un peu chiant. Mais ça serait un peu... bon, j'ai raté mon objectif. Bon, c'est la vie, hein. Comment j'ai rebondi, ce sera le sujet numéro 1. Et ouais, c'est bien, toujours rebondir. Tout à fait. Allez. Alexandre de Clercq sur LinkedIn. Son nom de famille, C-L-A-E-R-C-K. T'as rien dit de correct, hein. C-L. C'est Clerc. de Clerc, D-E-C-L-E-R-C-Q. C'est ce que j'ai. Ah oui, c'est Q. Ouais. Pardon, j'avais un job, mais j'ai raté. Alors Bon, je vois ton bah, nom littéralement tous les jours. Avant ton code promo Lexi d'influenceuse, là, Écris bien mon nom. tu mettras mon profil LinkedIn ou en tout cas t'écriras correctement mon nom. Exactement. Son site web, j/assistant.fr. Tiré. Putain. Oui, mais je sais pas pourquoi je dis slash. Ouais, y a y a personne aucun de slash, site avec ouais. des slash. Tiré. Merci Alex. Avec On va plaisir. voir comment Jay va évoluer. Suivez-le Mhm. sur LinkedIn, il partage très, très rarement en fait. Je partage très rarement, Je trouve, ouais. toutes les semaines, tous les mardis à 9h. C'est vrai? Ouais, tu continues à me présenter, c'est magnifique. 0 sur 3. Tout sur Voilà. Ça me fait un peu mal. Connaissez mieux Alex que moi, c'est pas dur. Suivez-le, dans 3 semaines vous le connaissez mieux que moi. Ce qui est bien, c'est qu'on parle pas assez fréquemment que pour que tu saches que c'est fou ça. Voilà. C'est plus quoi Allez aux dire. apéros du château d'ailleurs. Je vais essayer de me dépêcher de sortir l'épisode comme ça, il reste encore des sessions. Je crois que le prochain, tu m'as dit, c'est le 9 août, 19 août. Attends, c'est 10 juillet, 7 août, 11 septembre, 9 octobre de mémoire. En fait, c'est le deuxième jeudi du mois. Il y a toutes les dates sur apéro du château, lesapéroduchâteau.be, un Mhm. super site fait avec Lovable en un seul prompt. Ouais. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et surtout merci à Alex. Et nous, on va aller manger.
Bonne soirée, bonne journée ou bonne matinée. Salut à tous. Au revoir.